Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au débat des chefs 2014. Un rendez-vous toujours aussi incontournable, attendu et très excitant. Ici Anne-Marie Dussault en compagnie de mon collègue Sébastien Bovet, notre chef de bureau à Québec. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Anne-Marie. Bienvenue à ce débat. Et d'entrée de jeu, je vous présente les chefs. De gauche à droite, Mme Pauline Marois du Parti québécois. Bonsoir Mme Marois. Bonsoir Anne-Marie. Monsieur Bonsoir, François Monsieur Legault de la Coalition Avenir Québec. Bonsoir Monsieur Legault. Bonsoir à vous deux. Monsieur Philippe Couillard du Parti libéral du Québec. Bonsoir Monsieur Couillard. Madame Dussault, Monsieur Bovet. Madame Françoise David, de Québec solidaire, bonsoir. Bonsoir à vous quatre. Et surtout, vraiment, merci d'avoir accepté de poursuivre ce soir avec nous, avec le public, cette tradition, il faut bien dire, électorale à mi-parcours de campagne. Et nous vous souhaitons, au nom de tous nos téléspectateurs, un excellent débat. En qui faites-vous le plus confiance pour gouverner le Québec? Les chefs ont 2 heures pour confronter leur vision du Québec, pour vous convaincre ou peut-être vous conforter dans votre choix du 7 avril prochain. La formule retenue a été négociée avec les partis politiques. Elle a un seul objectif, favoriser le débat. C'est parce que c'est une rencontre unique, c'est leur débat. Voici la formule. 4 grands thèmes. Les enjeux économiques, le filet social, la gouvernance et la question nationale et l'identité. Chaque segment dure une trentaine de minutes et commence toujours par la question principale lancée par Sébastien Bovet, durement réfléchi. Et les chefs répondent à cette question tour à tour pour ensuite s'affronter 2 à la fois. Et puis j'enchaîne avec une question de relance qui, elle, est suivie d'un débat ouvert aux 4 chefs. Alors, si vous me suivez, amateurs de débat, vous serez bien servis. 16 face à face, 4 débats entre tous les chefs. Et mon rôle ce soir est tout simplement d'assurer le respect des règles du jeu. Et j'ai confiance en vous, mesdames, messieurs les chefs, que vous allez me faciliter la tâche. Sachez que tout a été tiré au sort, les places au lutrin, l'ordre des échanges, des confrontations, des déclarations d'ouverture et de conclusion. Bien, allons-y dès maintenant avec les déclarations d'ouverture d'1 minute. Monsieur Legault, la parole est à vous. Bonsoir. Je suis ici ce soir pour vous dire les choses clairement. Le Québec a besoin de recommencer à avancer. Je refuse d'accepter la situation actuelle. Je refuse de baisser les bras. On a besoin au Québec de faire un virage. Je suis convaincu qu'on est capable de faire de grandes choses. Par contre, Parti québécois, Parti libéral, depuis le début de la campagne, vous parle de référendum. À mon avis, ils sont déconnectés de votre réalité. À cette élection, on peut se donner un vrai choix avec la Coalition Avenir Québec. Mon programme, c'est de réduire les taxes de la classe moyenne. C'est de mieux gérer votre argent au gouvernement. C'est de créer des emplois de qualité avec le projet Saint-Laurent. Je veux bâtir un Québec riche, un Québec gagnant, et je vous dis, c'est possible. Merci. Merci, M. Legault. À votre tour, M. Couillard. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, à mi-parcours de cette campagne, le choix est clair. Voulez-vous élire le Parti québécois qui va préparer un autre référendum ou un gouvernement du Parti libéral du Québec qui va s'occuper d'économie, d'emploi, d'éducation et de santé? Avec le PQ, le Québec a perdu 66 800 emplois à temps plein en 2013. Et que fait Mme Marois? Elle bâtit son équipe en fonction d'un autre référendum. C'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps de s'occuper des vraies affaires. Moi, j'ai parcouru le Québec. J'ai entendu vos inquiétudes et vos espoirs. J'ai formé la meilleure équipe en économie, en santé et en éducation pour y répondre. On va créer 250 000 emplois dans toutes les régions du Québec, investir dans la réussite de nos enfants, ouvrir des cliniques 7 jours sur 7 et lutter contre l'intimidation. Je vous propose un gouvernement inspiré par vos priorités. L'emploi, la santé, l'éducation, c'est ça, les vraies affaires. Merci, M. Couillard. Mme Marois. Merci. Alors, ce soir, je vais vous parler de notre détermination à renforcer le Québec et de l'équipe hors du commun que j'ai rassemblée. Des Québécois comme vous, qui viennent de tous les horizons, des affaires, des syndicats, de la santé, de l'éducation, de la culture. Mes projets n'ont pas changé. Je veux créer des emplois et je veux faire adopter une charte de la laïcité. Pour Mme David, je suis trop à droite. Pour M. Legault, je suis trop à gauche. En fait, je suis essentiellement au centre de vos préoccupations et de vos besoins. Vous savez, M. Couillard, pour faire oublier les années libérales, voudrait vous faire croire qu'il s'agit d'une élection qui porte sur le référendum. Faux. Il n'y en aura pas de référendum, tant que les Québécois ne seront pas prêts.
ces élections, elles portent sur le choix d'un gouvernement. Soit on retourne aux années libérales, soit on continue d'avancer avec un gouvernement du Parti québécois. Le 8 avril, je mets mon équipe au travail, des emplois et l'adoption d'une charte de la laïcité. Merci, Mme Marois. Mme David. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lors du dernier débat des chefs en 2012, vous m'avez découverte. Vous avez apprécié mes idées et ma façon de les faire connaître. Ce soir, je voudrais vous faire mieux connaître Québec solidaire. Mes 124 collègues, candidates et candidats, portent les mêmes idées que moi. Faire du Québec un pays pour tout le monde. Construire une société prospère, plus juste et plus écologique. Une équipe de solidaires à l'Assemblée nationale ne laissera pas le Québec devenir un État pétrolier et une terre d'inégalités grandissantes. Je vous suggère d'être attentif aux propositions de ceux et celles qui veulent vous représenter durant les 4 prochaines années. Depuis 40 ans, 2 partis se partagent sans interruption le pouvoir. N'est-il pas temps de regarder ailleurs? N'est-il pas temps de choisir Québec solidaire? Merci, Mme David. Place maintenant au premier segment, aux enjeux économiques. Première question principale, Sébastien. Alors, bonsoir à vous 4. Merci de participer à l'exercice. Vous nous promettez tous la prospérité. La prospérité, selon vous, ça passe par la création d'emplois, entre 40 et 50 000 emplois par année, selon le parti. En fait, ça correspond à la progression normale de l'emploi au Québec, traditionnelle, bon an, mal an, quoi qu'il arrive. C'est comme si vous nous promettiez que cette année, Noël aura lieu le 25 décembre. C'est une évidence. Pourtant, plusieurs analystes, comme l'ancien premier ministre Jacques Parizeau, réclament un remède de cheval pour renforcer et relancer notre économie. La question s'adresse à vous tous. Vous avez 45 secondes pour y répondre, mais on commence par Mme David. Pourquoi manquez-vous d'ambition pour le Québec? Où est le remède de cheval? Le remède de cheval pour Québec solidaire, c'est simple, c'est clair, c'est audacieux, c'est généreux. Oui, ce sont beaucoup d'emplois, mais dans un domaine très particulier qui est celui du développement d'un Québec vert. Et ça passe en particulier par 160 000 emplois dans le transport en commun, du transport en commun qui doit se faire partout au Québec, qui doit relier les régions, relier les villes, relier les gens, finalement. Et elle est là, l'audace pour Québec solidaire. C'est aussi 25 000 emplois dans les services publics, des emplois, je le rappelle, qui sont très souvent occupés par des femmes. Nous avons besoin de ces emplois-là pour donner des services aux personnes, les personnes âgées, les jeunes, les familles. Donc, à Québec solidaire, le projet économique, c'est pas seulement l'emploi, c'est un Québec vert. Merci, Mme David. Réponse de Mme Marois. Merci. Alors, c'est d'abord, à mon point de vue, une équipe économique forte, solide. J'ai sûrement la meilleure équipe économique que le Québec n'ait jamais connue de toute son histoire. Et oui, j'ai de l'audace pour le Québec et j'ai de l'ambition. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mon gouvernement a déjà mis de l'avant 4 grandes politiques. L'une qui concerne les petites et moyennes entreprises pour les aider à augmenter leur productivité, à mieux s'industrialiser. Une seconde, le commerce extérieur. Nous avons des produits de qualité que nous pouvons exporter en plus grand nombre. La recherche et l'innovation. Et évidemment, un Québec vert par l'électrification de nos transports. C'est le projet le plus ambitieux jamais mis sur la table. Et oui, exploiter nos ressources naturelles au profit des Québécoises et des Québécois. Réponse de M. Legault à cette question. Si on veut relancer l'économie, créer des emplois au Québec, la première chose qu'il faut faire, c'est de réduire les taxes des Québécois. Actuellement, le problème, c'est d'abord un problème de consommation des ménages. C'est pas parce que les ménages épargnent trop, c'est parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Donc, ça prend du courage pour être capable de réduire les dépenses et donner une marge de manœuvre aux ménages. Deuxièmement, il faut créer des emplois. Moi, j'ai fondé Air Transat, une compagnie qui est prospère. J'en ai créé. Je suis probablement le seul ici ce soir qui a créé des vrais emplois dans une vraie entreprise. Je sais comment on doit créer des emplois. J'ai proposé le projet Saint-Laurent pour créer des emplois de qualité. C'est comme ça qu'on va relancer l'économie du Québec. Merci, M. Legault. M. Couillard. Madame Dussault, on vient de perdre 66 800 emplois à temps plein en 2013. Les coffres de l'État sont vides. On a manque d'argent pour soigner nos malades, éduquer nos enfants, prendre soin de nos familles. Il faut d'urgence repartir l'économie pour créer de l'emploi dans toutes les régions du Québec. On a réuni des gens comme M. Leitao, M. Coiteux, M. Daou pour donner de l'énergie à l'économie puis créer des emplois de dignité pour les familles partout au Québec. On va relancer les infrastructures, lancer un crédit de rénovation très généreux dès le début de notre arrivée au gouvernement, repartir le plan Nord qui, malheureusement, a été interrompu par le Parti québécois,
démarrer la première stratégie maritime de l'histoire du Québec et adopter une kyrielle de mesures pour les PME où il y a 50 des emplois. C'est ça qu'il faut faire pour repartir l'emploi et l'économie du Québec, certainement pas un référendum pour la séparation du Québec. Merci, M. Couillard. Prochaine étape, ce sont les 4 face-à-face qui opposent donc 2 chefs à la fois. Le premier tandem, au premier duo, Mme Françoise David et Pauline Marois. Mme David, à vous la parole. Merci. Madame Marois, dans les premières semaines de votre mandat à titre de première ministre, vous avez fermé Gentilly, je vous ai applaudi. Vous avez refusé le prêt à la mine d'Aviante Jeffrey, je vous ai applaudi aussi. Là, ce que ça fait, c'est que je ne comprends pas pourquoi vous allez de si bon cœur dans le pétrole. Il me semble que c'est contradictoire avec tous vos engagements écologistes. Le pétrole, surtout celui des sables bitumineux, c'est un pétrole extrêmement polluant. Le pétrole d'Anticosti, c'est du pétrole de schiste. C'est très polluant aussi. Et la fracturation hydraulique, tout le monde le sait, c'est un procédé qui n'est pas écologiste du tout. Alors moi, j'ai de la misère à comprendre comment vous conciliez votre début avec ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi ne pas faire ce que nous proposons, du transport en commun partout au Québec? Remarquez qu'on a proposé aussi un moratoire sur les gaz de schiste et on a mis fin aux petites centrales sur les rivières. Alors justement, Madame David, nous proposons un immense projet d'électrification de nos transports pour utiliser notre électricité de telle sorte qu'on puisse faire en sorte que nos voitures soient électriques, nos transports en commun soient électriques, nos métros le sont déjà. Mais cependant, il faut savoir que nous exportons déjà pour 15 milliards de dollars de pétrole qui vient de l'étranger. Nous voulons être indépendants au niveau de notre énergie et nous pensons qu'il est préférable que le gouvernement exploite le pétrole sur l'île d'Anticosti, s'il y en a, au bénéfice des Québécois et des Québécoises. Pas pour augmenter la consommation des Québécois, mais pour s'assurer qu'on remplace celle qui vient d'ailleurs, de telle sorte que cette richesse, elle crée des emplois et elle soit répartie entre les Québécois et les Québécoises. Et nous continuons de fixer l'objectif qui est l'indépendance énergétique du Québec et l'électrification de nos transports, une économie verte qui va créer des emplois de qualité. Mais Mme Marois, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment vous pouvez parler d'indépendance énergétique alors que vous voulez faire venir par pipeline du pétrole des sables bitumineux de l'Alberta, ce pétrole qui émet 67 de plus de gaz à effet de serre que tout le pétrole qu'on importe de l'étranger. Je ne comprends pas. Ce pétrole, il va venir alimenter des raffineries dans l'est de Montréal. Est-ce que vous êtes contre les emplois? Moi, il y a une chose que je vais faire aussi. Je vais m'assurer que ce pétrole soit transporté de façon sécuritaire et que la santé et la sécurité de nos concitoyens soient assurées. Je peux le garantir aux gens qui nous écoutent ce soir. Madame Marois, transporter le pétrole par pipeline de façon sécuritaire, ça aurait pris plus qu'une commission parlementaire qui a duré à peu près 8 jours au mois de décembre et où les dés étaient pipés d'avance. En fait, il y a vraiment un problème avec les pipelines, vous le savez. Il y a eu 800 déversements dans les dernières années. Il n'y a pas de problème avec les bateaux qui transportent du pétrole sur nos océans. Il n'y a pas de problème avec les trains qui transportent du pétrole, Mme David. Et voilà je crois que dans tous les cas, il y en a des risques. Cependant, il faut être capable de les contrôler. Merci. Et moi, je crois qu'il est possible de le faire. Merci. Le prochain face-à-face, c'est avec Mme Marois et M. Couillard, mais la parole est à vous, Mme Marois. Alors, merci beaucoup, Mme Dussault. J'ai l'impression, en voyant M. Couillard, de retrouver la bonne vieille équipe du Parti libéral. 18 de vos membres sont les 18 membres de l'équipe ministérielle qui était sous la gouverne de M. Charest. Vous nous revenez avec le même plan. Vous voulez encore augmenter la dette des Québécois, 15 milliards de plus en 10 ans. Ça, c'est votre plan. Mais là, j'aimerais ça comprendre, par ailleurs, où vous vous situez. Parce qu'on a vu depuis quelque temps que vous changiez parfois d'idée. Sur l'île d'Anticosti, nous avons proposé d'exploiter le pétrole, s'il y en a, et que les retombées, évidemment, la richesse créée, reviennent aux Québécoises et aux Québécois. Votre gouvernement avait renoncé au permis sur l'île d'Anticosti. Nous les sommes réappropriés. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre de votre part, que vous alliez céder à nouveau les permis sur l'île d'Anticosti et faire en sorte que la ressource exploitée là-bas crée de la richesse pour les entreprises qui vont l'exploiter? Est-ce que c'est ça votre position? Est-ce que vous pouvez la dire aux Québécois ce soir? Madame Marois, moi, je veux qu'on exploite le pétrole du Québec au bénéfice des Québécois. Et d'ailleurs, nous, on veut partager les redevances avec toutes les régions du Québec, ce que vous n'avez jamais osé faire. Cependant, ce que vous proposez pour Anticosti, pour moi, ça sent l'amateurisme et l'électoralisme.
On ne sait pas, vous l'avez dit vous-même dans votre introduction, on ne sait pas s'il y a un pétrole exploitable sur Anticosti. On ne connaît pas la façon dont on va pouvoir le sortir de l'île d'Anticosti. On n'a aucune idée des détails. Je suppose que vous n'avez pas lu le rapport Sproul qui explique tout ça en détail, avec les probabilités, la quantité de pétrole qu'il peut ou ne peut pas y avoir. Ça, c'est comme acheter un billet de loterie, là, puis rentrer à la maison puis dire à son conjoint, « Regarde, là, je suis millionnaire, j'ai mon billet de loterie. » Alors, vous êtes en train de dire aux Québécois, nous, on veut même pas savoir. On veut même pas savoir s'il y a du pétrole sur l'île d'Anticosti. Puis je suis d'accord avec ce qu'a fait le gouvernement Charest, dont je faisais partie, qui était de céder les permis sur cette île qu'est l'Anticosti. Vous ne pouvez pas jouer l'argent des contribuables à la loterie. Donc, c'est ce que vous faites actuellement. Vous allez jouer l'argent des contribuables. Vous voulez augmenter la dette de 15 milliards de dollars, M. Couillard. Il me semble que ça, c'est très clair pour les Québécois. Si vous le ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun partenaire majeur de l'industrie pétrolière qui s'est intéressé à ce projet-là. Ça aurait dû vous allumer une sonnette d'alarme. Ah bon? Comment vous allez sortir le pétrole de l'île d'Anticosti, Mme Marois? Il y a 3 Deuxièmement, vous avez dit à Mme David, lors du dépôt de 2012, que vous feriez un BAP avant toute exploration sur l'île. Vous avez maintenant changé complètement d'opinion. Nous allons faire parce un que BAP. vous vouliez dire aux Québécois, regardez, je suis pour le pétrole, mais vous risquez de faire manquer aux Québécois le début de l'exploitation du pétrole. Donc, vous êtes contre l'exploitation du pétrole sur l'île d'Anticosti. Et moi, je rassure les Québécois, si nous savons s'il y a du pétrole sur l'île d'Anticosti, il y aura un BAP et nous allons exploiter ce pétrole de façon responsable. Il me semble que dans la vie, quand on est chef de gouvernement, il faut être capable d'avoir de l'audace pour protéger nos ressources naturelles et les exploiter au profit des Québécois. Je ne mettrai pas en jeu l'argent des contribuables sur une probabilité aussi faible. Lisez le rapport, Madame, 10 de chance que le pétrole que vous mentionnez. Merci, Mme Marois. Le prochain duo, M. Legault, Mme David. D'abord, M. Legault. Oui. Écoutez, bonsoir, Mme David. Écoutez, on vient de voir M. Couillard qui ne semble pas pour le pétrole, comme vous. Donc, nous, on est pour le pétrole, bien avant, même le Parti québécois. Vous proposez, entre autres, des formes comme l'éolien. Je veux vous parler de l'éolien. Actuellement, le Parti québécois et le Parti libéral ont tous les deux donné beaucoup de contrats dans l'éolien, sont toujours d'accord pour donner des contrats dans l'éolien. Il y a une étude qui nous montre que chaque emploi dans l'éolien coûte 200 000 de subventions par année pour créer des emplois à 48 000 par année. Ce que ça fait, c'est que les pertes qui sont subies par Hydro-Québec viennent augmenter les tarifs d'Hydro-Québec. Donc, dans une dizaine de jours, Hydro-Québec, à cause des pertes sur l'éolien, va augmenter ses tarifs de 4,3 beaucoup plus que l'inflation. Ça prend une centaine de dollars par ménage. Donc, moi, je voudrais savoir de votre part, Mme David, là, êtes-vous pour qu'on continue à donner des contrats qui nous coûtent 200 000 de subventions par année dans l'éolien? Et êtes-vous d'accord avec la hausse de 4,3 chez Hydro-Québec le 1er avril prochain? Alors, M. Legault, on va démêler une couple de choses, là. La hausse d'Hydro-Québec, elle est même inférieure à ce que souhaitait le gouvernement Marois. Et en fait, si on continue comme ça, dans 4 ans, les Québécois paieront leur électricité 20 plus cher. Et non, ça n'est pas dû seulement aux difficultés avec l'éolien. J'aimerais ça rappeler qu'il y a aussi des harnachements de grandes rivières. Il y a tout ce barrage de la Romaine, commencé par les libéraux et poursuivi par les péquistes, qui est absolument et radicalement inutile et qui nous force à produire de l'électricité plus chère que ce qu'on est capable de la vendre. Sur l'éolien, de façon plus particulière, je vous soumets quand même, M. Legault, que si aujourd'hui, pour demain, on fermait les usines à Matane et à Gaspé, c'est probablement autour de 800 emplois qui seraient perdus en Gaspésie. Je trouve que c'est pas si simple que ça de dire, eh bien voilà, c'est terminé. Mais ce avec quoi je serais d'accord, c'est de dire que l'éolien, ça ne doit pas continuer comme c'est parti il y a quelques années, n'importe comment, sans planification. Et c'est pour ça qu'à Québec solidaire, nous proposons une société publique d'éolien et qu'on en fasse quand c'est nécessaire, quand on en a besoin et au bon endroit. Je repose mes 2 questions. 1, êtes-vous d'accord pour donner de nouveaux contrats d'éolien? Et 2, êtes-vous d'accord avec l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec de 4,3 oui ou non? Écoutez, c'est clair. C'est clair. Monsieur Legault, Monsieur Legault, vous savez bien que les tarifs d'Hydro, on les a dénoncés dès qu'on en a entendu parler. Okay. On n'est pas d'accord avec la hausse des tarifs d'Hydro, mais on n'est pas d'accord non plus pour s'organiser aujourd'hui pour demain pour qu'en Gaspésie, la région soit exsangue parce qu'on ferme les shops d'éoliens. Ça n'a aucun sens. Donc, on continue à donner des contrats d'éoliens? On continue à en donner, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Merci, M. Legault. Par année. On nationalise l'éolien à Québec solidaire. Merci, Mme David. Merci, M. Legault. Le dernier tandem, M. Couillard et M. Legault. M. Couillard, à vous la parole.
M. Legault, j'aimerais mieux comprendre votre philosophie de développement économique. Oui. Comment vous voulez intervenir vous-même dans l'économie, un peu à la manière du Parti québécois. Malgré que vous parlez également d'entreprise, vous avez des politiques dans lesquelles vous intervenez complètement dans l'économie. Je vous donne 2 exemples. D'abord, le plan Saint-Laurent, où vous allez vous-même sélectionner des terrains, des endroits, puis vous allez dire aux entrepreneurs, bien, toi, tu t'installes là, puis tu vas avoir une subvention. Ça, c'est un vieux modèle d'intervention qui est dépassé en passant. Et vous adoptez ce modèle-là, qui est directement tiré de la façon dont le Parti québécois procède en général. Ensuite, la Caisse de dépôt, qui gère le bas de laine des Québécois qui nous écoutent, les épargnants, qui épargnent pour nous, pour nos retraites. Vous dites, je vais intervenir à la Caisse de dépôt pour diriger leurs décisions et donner une impulsion politique à la façon dont la Caisse de dépôt va investir. Dans les 2 cas, je trouve que vous intervenez dans l'économie de façon très dirigiste et je ne comprends pas là, comment vous vous séparez ou vous distinguez du Parti québécois. Prenons un exemple très concret, M. Couillard. La cimenterie en Gaspésie. OK? Mme Marois a décidé que le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt investiraient 450 millions de dollars pour créer 400 emplois. Ça, c'est plus qu'1 million de dollars par année par emploi. OK? Nous, on est contre la cimenterie. Moi, ce que je crois, c'est que vous êtes d'accord que la Caisse de dépôt investisse de l'argent, que le gouvernement mette 450 millions. Legault, Pouvez-vous nous le dire, là, êtes-vous pour ou contre le 450 millions? Nous allons poursuivre ce projet, M. Legault. Donc, c'est vous qui êtes interventionniste. Pourquoi, M. Legault? Pourquoi? C'est vous. Vous oubliez un point très important. Oui. C'est que les premières personnes qui ont mis de l'argent dans le projet, c'est des fortunes privées, avant le contribuable. C'est quelques dizaines de millions. Et c'est important pour ces gens et c'est une contribution majeure. Ce qui est important pour ce projet, M. Legault, c'est que le plan d'affaires soit bien vérifié, de façon à ce que le ciment soit exporté, déplace le ciment importé chez nous pour éviter de cannibaliser nos cimenteries comme à Port-Neuf. Mais moi, j'appuie ce projet-là parce que je veux des jobs pour les Gaspésiens et les Gaspésiennes et je veux qu'ils puissent vivre dans la dignité d'un emploi bien rémunéré. Moi, j'aime bien les Gaspésiens, mais j'aime pas le gaspillage. Je vous pose une question, là. Vous, demain matin, iriez-vous à la banque emprunter 1 million pour vous créer un emploi? Est-ce que vous feriez ça? 1 million d'emprunt pour créer un emploi. C'est ça, la cimenterie de la Gaspésie. Ça tient pas debout. Moi, je veux savoir, là, c'est ça votre modèle, la cimenterie? 450 millions d'argent public pour 400 emplois? Si le secteur privé met sa contribution d'abord, comme on a fait dans d'autres projets d'ailleurs, il faut appuyer ces projets dans une région qui a beaucoup besoin, qui a terriblement besoin de développement économique nouveau. Alors moi, j'appuie ce projet-là et je crois que la majorité des Québécois l'appuient aussi. Avez-vous déjà créé des emplois? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous connaissez en économie? Je veux juste savoir, est-ce que vous avez déjà créé des emplois, vous, dans votre vie, dans votre carrière? Mais, M. Legault, j'ai travaillé à bien des endroits et en passant pour les entreprises qui ont effectivement créé des emplois dans les années où j'ai quitté la politique. Ceci étant dit, combien d'emplois vous avez créés dans votre vie? Alors, je vais vous prendre au mot, ou presque, parce qu'on va parler d'emploi, comme vous le faites, mais aussi d'environnement. La question de relance s'adresse à M. Couillard. Et quand on parle de création d'emplois ou qu'on y pense à ces emplois cette création d'emplois basée essentiellement sur les ressources naturelles, on parlait à l'instant du pétrole d'Anticosti, mais on peut aussi penser aux projets comme la mine Arnaud, M. Couillard, sur la Côte-Nord. On parlait de la cimenterie de Port-Daniel en Gaspésie. Des emplois qui comportent un risque peut-être sérieux pour l'environnement. Alors, ma question, est-ce que c'est votre vision du progrès du Québec de demain? Ma vision du Québec d'aujourd'hui et de demain, c'est d'exploiter nos ressources naturelles dans l'esprit du développement durable, où il y a le mot « développement » en passant, et dans le respect des communautés. Dans le cas de la mine Arnaud, j'étais à Sept-Îles très récemment. Il y a un appui très fort de la population pour ce projet en passant. Il y a 3000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Sept-Îles pour avoir les emplois liés à ce projet. Maintenant, le promoteur s'est fait donner des devoirs par le BAP, puis il a indiqué plusieurs endroits, plusieurs secteurs de son projet à améliorer. Au-delà de ça, Mme Dussault, moi, je crois qu'il faut absolument maintenant dire à nos régions partout qu'ils vont pouvoir capter une partie de la richesse qui est prélevée chez elles et on va leur donner une partie des redevances pour qu'elles décident elles-mêmes, que les gens des régions décident eux-mêmes de la façon dont l'économie va se développer. Ça fait partie de la façon dont on va occuper notre territoire et on va développer nos régions de façon dynamique. Alors, le débat est ouvert à vous quatre. Je l'ouvre avec Mme Marois. Si vous permettez, Anne-Marie, il y a quelque chose avec... Je vais donner la parole à Mme Marois. Merci. Il y a quelque chose avec laquelle je suis profondément en désaccord. Et ça m'étonne de votre part, M. Couillard, vous qui êtes un scientifique. Vous dites qu'il ne s'est pas créé d'emploi en 2013. C'est pas la Pauline Marois du Parti québécois, là. C'est pas un commentateur, quelque part, qui serait favorable à nos politiques qui dit qu'il s'est créé de l'emploi. L'Institut de la statistique du Québec dit qu'il s'est créé près de 48 000 emplois
Et ceux-ci sont presque tous à temps plein. Madame Marois. Et si vous regardez l'Institut de la statistique du Canada, vous aimez peut-être mieux l'Institut de la statistique du Canada, ils disent exactement la même chose. Bien sûr, c'est Mme Marois, c'est les mensonger, mêmes- ce que vous c'est les dites, mêmes chiffres. et c'est incorrect, Ce sont les M. mêmes chiffres, Couillard, Mme Marois. de faire des avancées Non. comme celle-là. Non, Mme Marois, ce Alors, sont on les va mêmes commencer chiffres. sur des bonnes bases, ça Madame- m'apparaît Monsieur Bobet, fondamental. Ce sont les mêmes chiffres. D'ailleurs, un collègue de nos deux animateurs aujourd'hui, M. Filion, disait qu'effectivement, le problème de la méthode que vous choisissez pour obscurcir la situation, c'est que ça cache, et ça arrive souvent chez vous, les cachettes, Mme Marois, bon. ça cache la perte d'emploi et la paralysie de l'emploi au Québec en 2013. Mais je vais vous poser une question, Mme Marois. Si c'est vrai qu'il y a tant de jobs que ça qui ont été créés au Québec, si c'est vrai que ça va si bien, comment ça se fait qu'il manque 3 milliards de revenus dans les caisses de l'État, dont 900 millions d'impôts sur le revenu des particuliers? Alors, L'économie est en panne. Moi, je suis allé au Québec partout, et partout, j'ai vu des gens qui ont perdu leur job. Ils savent, eux autres, qu'ils ne se créent plus d'emploi au Québec depuis que vous êtes là. Monsieur Couillard, la méthode utilisée par Raymond Bachand et par tous ceux qui l'ont précédé dans votre gouvernement à l'égard de la création Vous ne d'emplois répondez pas à la était question. également- Vous répondez pas à la est- question. S'il y a tant exactement d'emplois qui ont été celle créés, que nous s'il y a utilisons. tant d'emplois qui ont été créés, madame, Alors, pourquoi il n'y a oui, pas une scène dans il s'est les créé coffres de des l'État? emplois, il s'est Pourquoi il y a créé pas des d'emplois? Dernier emplois mot, de Mme telle sorte Marois, que là-dessus, notre pour taux de donner la parole à M. chômage est exactement comparable à celui de l'Ontario. Pourquoi il n'y a pas une scène dans les coffres de l'État, Parce madame? que l'inflation a été plus Non, bas, M. non, Couillard. parce que le monde Et travaille donc, pas. évidemment, Mais la non. croissance des revenus, on Mais non, Madame Marois. on en a S'il tenu vous plaît, compte de soyons cette sérieux. façon-là. Il n'y a pas Il me d'argent semble parce que que le c'est monde basique, travaille ça, pas. en Il économie, travaille M. pas, puis il Couillard. ne paye pas d'impôts. Vous n'avez pas une scène. Vous n'êtes pas capable de rien faire Il y a pour les moins de malades, personnes les à l'aide enfants dans les sociale qu'il n'y en écoles. a jamais eu de tous les temps. Monsieur Alors, Legault. dites-moi pas que les gens n'ont pas du travail. Où est Il y en l'argent? a qui n'en ont pas. Où est On va l'argent? travailler pour leur en créer. Où est Parce l'argent? que Où est l'inflation l'argent? n'a pas été au rendez-vous. épargnent Et trop, c'est ce comme qui a s'est dit votre passé. ministre. Non, madame. C'est la même chose chez nos voisins des autres provinces. On n'est pas différents des Alors, autres. Monsieur Legault. Notre taux de chômage est au même niveau Vous que celui avez paralysé d'Ontario. l'économie du On n'a Monsieur pas Legault. paralysé l'économie. La parole à M. Legault, ensuite Mme David. François. Madame Monsieur Marois, Legault. les chiffres sont têtus, là. Oui. Les chiffres de Statistique Canada. Lorsque vous êtes arrivé au pouvoir en septembre 2012, selon Statistique Canada, il y avait 3 242 000 emplois à temps plein au Québec. Selon les derniers chiffres, là, à la fin du mois de février 2014, il y avait 3 242 000 emplois à temps plein au Québec. Depuis que vous êtes au pouvoir, Mme Marois, il y a 0 emploi à temps plein qui se sont créés, alors qu'en Ontario, il s'en est créé 110 000. On Mme Marois, recommence. en 18 mois, vous avez créé aucun emploi à temps plein, puis vous êtes contente de ça, vous êtes contente de votre bilan. Vous vous satisfaisez de peu, Mme Marois. Je suis jamais contente, j'en veux toujours plus, puis je voudrais toujours plus d'emplois au Québec, puis de travailleurs au travail. Cependant, M. Legault, il faut que vous admettiez qu'il n'y aura jamais eu autant de personnes au travail en 2013 qu'il n'y en a eu dans le passé au Québec. 4 032 000 travailleurs Prenez et les travailleuses au emplois à travail. temps plein. Et Madame en Marois, plus, il y a plus le de jobs. plus Est-ce bas que- taux de personnes à Madame l'aide Marois, sociale. c'est fini. Ça doit Madame bien Marois, signifier pouvez-vous quelque nier chose, les ça, chiffres que quelque je viens part. de donner? Ben non. Ce que je vous dis... Quand vous êtes arrivé, là, il y avait 3 242 000 emplois. Puis aujourd'hui, il y a 3 242 000 emplois à temps plein. Monsieur- Vous avez créé Monsieur Legault, aucun laissez répondre, emploi Madame payant. Legault, il Monsieur s'est Legault. créé des emplois au Québec en À temps 2013 partiel? à hauteur... Non, l'Institut de la statistique du Québec, Mais non. la Mais majorité non. Vous à pouvez temps pas plein. dire ça, Madame Et il y a Marois. plus de travailleurs, de personnes au travail aujourd'hui. Madame Incluant les Il n'y temps en a partiels. jamais Madame eu. David. Vous aimez J'aimerais pas ça, dire mais quelque c'est ça la chose, vie. là. Oui. Mme Parce David. qu'en fait, mine de rien, vous êtes tous d'accord. Il s'est créé un certain nombre d'emplois au Québec dans la dernière année, mais le Québec a une performance insatisfaisante. Dans le fond, hein, c'est ce que vous dites tous les trois. Moi, ce que je pense effectivement, c'est que dans la dernière année, dans les 2 dernières années, on n'a pas suffisamment stimulé l'économie québécoise. Et c'est ce qu'on veut faire, nous autres, à Québec solidaire. On veut la stimuler non seulement par nos grands projets d'innovation technologique en environnement, on veut la stimuler par le transport en commun dans toutes les régions du Québec, pas seulement la voiture électrique pour les individus, et même pas en commençant par ça. Le plus important, c'est le transport en commun collectif. On veut la stimuler par de l'éco-rénovation, mais on veut aussi stimuler l'économie. Et là, il y a des manques dans toutes les régions du Québec par des emplois dans les services publics, dans l'économie sociale, dans les coopératives, dans le monde de la culture. Et là-dessus, on a fait très peu dans la dernière année. Je pense qu'il faudrait multiplier ces emplois
Parce que je vous rappelle que dans la construction, on est encore à peu près à 3 de femmes. On espère que ça va changer, mais il va falloir développer des emplois partout où il y a des femmes au Québec aussi, là. Monsieur Couillard. Madame Marois, Monsieur Couillard, on a enchaîne. parlé tantôt des emplois qui Oui. n'existent pas. Il n'y a pas d'emploi, de création d'emplois à temps Ah plein bon, depuis que vous d'accord. êtes là, et notamment en 2013. Il n'y a pas une scène, Mme Marois, dans les coffres de l'État. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Il y a 900 millions de moins d'impôts sur le revenu parce que vous n'êtes pas capable de générer une ambiance économique pour que les entrepreneurs créent des emplois dans toutes les régions du Alors, Québec. Ce qu'il faut faire, c'est lancer les infrastructures tout de suite, lancer un crédit de rénovation généreux tout de suite, investir pour les PME tout de suite, lancer la stratégie Alors, maritime et vous trouvez- relancer le plan Nord maintenant Madame et Marois. mettre les Québécois au Monsieur travail. Couillard trouve Mettez qu'on les n'en a Québécois pas au assez travail. fait et il nous critiquait à l'Assemblée nationale parce qu'on investissait trop dans notre politique économique. Là, Monsieur Couillard, je suis absolument estomaqué. Il nous ramène exactement la même vieille formule que M. Charest. M. Charest, il a augmenté la dette du Québec de 60 milliards de dollars. Un tiers de toute la dette Madame du Québec, Marois. c'est M. Charest qui l'a fait. J'étais là, Et on a lui réparé dit, vos dégâts. Je vais ajouter à ce que vous avez déjà prévu 15 milliards de dollars de dette Ben de oui, plus. ben oui. C'est ça que vous Vous dites auriez aux jamais Québécois. dû- vous auriez Alors, jamais dû enlever cet argent-là ça des veut dire, infrastructures. ça veut dire ça des Et Madame intérêts Marois, que les Québécois vont payer. Quand Pas on d'argent a- en santé, quand l'argent pas d'argent en était- éducation. Quand l'argent a été investi, c'est pour réparer les dégâts et la négligence que Ah vous bon, mais aviez ça faisait que vous 9 aviez ans fait. que vous étiez au Oui, pouvoir et ça a quand vous pris avez longtemps- investi l'argent. Et ça a pris longtemps à corriger, madame. Ça a 9 pris longtemps ans. à corriger. 9 ans. Et c'est pour ça qu'on est passé à travers la récession. Ce que je dis, c'est que maintenant, vous avez induit, vous, une sorte de récession au Québec, avec une création d'emplois à temps plein qui Ah est bon. littéralement en panne. Madame Alors, Marois, monsieur- répondez enfin à la question. Alors, Pourquoi- les Non, Ontariens c'est ont simple. induit, Madame les Marois, gouvernements de l'Ontario ont répondez juste. induit des récessions. Marois, répondez à la Voyons question. donc. Laissez Le la plan répondre, Nord, monsieur soit Legault. dit- Répondez. Monsieur le plan Couillard. Nord, soit dit en Pourquoi il n'y a passant, pas d'argent dans les caisses de monsieur l'État? Couillard, le Pourquoi il n'y a plan pas d'argent, Nord, Madame le Marois? plan Nord Monsieur Couillard, que laissez rejettent répondre. certaines communautés dans le nord du Québec parce qu'ils n'ont pas été associés. Le plan Nord, s'il y a eu des ralentissements dans le secteur minier, c'est parce que le prix des métaux a baissé. Vous pouvez toujours bien pas accuser le gouvernement du Parti C'est- québécois c'est vous qui avez qui a tué- choisi une Madame Marois, stratégie vous qui avez tué le plan Nord. d'électrification Madame Marois. des Vous avez tué le transports plan et d'investissement pour rehausser Madame l'emploi. Marois. Monsieur Legault. Si on veut relancer Oui, monsieur l'économie, il faut d'abord réduire les taxes des ménages. Parce que la croissance économique n'est pas là, est en bas de 2 surtout à cause de la consommation des ménages. Il y a 1 an et demi, vous étiez sur le même plateau ici. Oui. là. Vous avez dit devant tout le monde, Oui. je vous promets que je vais abolir la taxe santé pour Oui. tous les Québécois. Vous l'avez abolie seulement pour ceux qui gagnent moins de 18 000 Monsieur Legault. par année. Pourquoi, Mme Marois, vous avez décidé, choisi Il de m'interpelle. laisser Très tomber bien. les gens de la classe Monsieur- moyenne? Pourquoi vous avez menti? Monsieur Legault, Non, j'ai madame. pas menti, je ne mens pas aux Québécois. Quand j'ai voulu réduire la taxe santé, vous étiez là à vous opposer à vouloir nous renverser. Cependant, nous l'avons réduit pour la moitié des Québécois. Et pour certains, c'est complètement annulé. C'était une taxe profondément injuste, une taxe du gouvernement libéral. Qu'on gagne 150 000 on payait 200 pièces, puis qu'on gagne 25 000 on payait 200 On l'a Madame éliminé Marois. pour, Monsieur et Legault. réduit Madame pour la Marois. moitié Monsieur des Legault. Québécois. Madame Marois, Je est-ce que suis vous très trouvez, fière de ce est-ce qu'on que a vous fait. trouvez Monsieur que Legault. quelqu'un qui gagne plus de 18 000 est riche? Non, je pense pas qu'il est Vous riche. avez Mais dépensé, il a- Alors, il a Monsieur payé vous la avez Legault, taxe. dépensé Monsieur Legault, 2 s'il vous plaît. milliards de Monsieur dollars Legault. d'annonces. Là. Monsieur Pourquoi Legault. vous avez choisi à la place Je de vous faire rappelle des alors, annonces? M. Legault. Il me Je vous dit rappelle que je alors, n'ai pas M. assez fait. Legault, j'aimerais que le droit de parole de tous soit respecté. Mme David attend son tour depuis un certain moment. Vous pourrez reprendre ces thèmes, notamment dans le bloc suivant. Madame Sur David. la taxe santé, effectivement, on pourra en reparler parce que je pense que c'est une taxe profondément inéquitable, due au Parti libéral et reconduite pour une bonne part par le Parti québécois. Il est très clair que nous voulons l'abolir. Mais je voudrais simplement rappeler que s'il n'y a pas assez d'argent dans les coffres de l'État, et là, je réponds à M. Couillard, c'est d'une part parce qu'il n'y a pas eu assez de stimulation de l'économie, mais c'est aussi parce que gouvernement après gouvernement, vous refusez d'aller chercher des revenus là où il y en aurait. Et là-dessus, j'aurai des choses à dire dans bien. un des prochains segments. Oui, notamment, le prochain thème, c'est le filet social. Présentation du thème et questions, Sébastien. Bon, ben, je pense que c'est bien parti. Merci. On sent la passion dans les débats. Un peu de sémantique d'abord. On définit le filet social comme étant, par exemple, la santé, l'éducation ou encore l'aide aux plus démunis. À chaque élection, vous nous promettez de meilleures écoles, vous nous promettez l'accès à un médecin de famille. Et après, ben, vous passez 4 ans à nous expliquer pourquoi vous n'y êtes pas arrivé. En plus, vous nous imposez une taxe santé, une augmentation des tarifs d'Hydro-Québec et une augmentation de nos taxes scolaires. Alors, la question, je vous le rappelle, vous avez 45 secondes pour y répondre. Le sort a voulu qu'on commence par Mme Marois, mais la question vous est adressée à vous tous.
Madame Marois, que dites-vous aux Québécois qui n'ont toujours pas de médecin de famille, aux aînés qui ne reçoivent qu'un seul bain par semaine dans les centres d'hébergement, aux parents dont les enfants fréquentent des écoles où il y a de la moisissure? Est-ce que c'est ça, votre Québec, plus de taxes pour moins de services? Non, c'est moins de taxes, mais je voudrais pas beaucoup plus de services. Et c'est ce que nous avons fait au gouvernement du Parti québécois. D'abord, nous avons réparé le gâchis que nous avait laissé le gouvernement libéral qui nous avait précédé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 323 000 personnes de plus qui ont accès à un médecin de famille. C'est pas parfait, mais on travaille dans la bonne direction. On a annoncé, il y a quelques semaines à peine, 400 millions de dollars pour nos écoles. Oui, pour lutter contre la moisissure, pour qu'il y ait un meilleur milieu de vie pour nos enfants. 100 millions de dollars ont été ajoutés pour aider les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie, pour qu'elles puissent obtenir des services chez elles, dans leur maison. 28 000 nouvelles places en garderie. Je crois que nous avons relevé le défi, M. Boivin. Merci, Mme Marois. Je vous redonne la parole, M. Legault. Oui. Le problème qu'on a en santé, en éducation, dans tous les services au Québec, c'est qu'on a trop de bureaucratie, trop de personnes dans la bureaucratie et pas assez de personnes dans les services directs, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les écoles. Le problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de gestion, c'est un problème de courage. Le gouvernement libéral, comme le gouvernement du Parti québécois, n'ont pas eu le courage de faire le ménage dans les agences de santé, dans les commissions scolaires. Mme Marois a préféré augmenter les taxes scolaires de 20 à 30 %. Elle a préféré renier sa promesse d'abolir la taxe santé pour tous les Québécois. Aujourd'hui, les Québécois ont moins de services, plus de taxes. C'est ça qu'on doit changer au Québec. Monsieur Couillard. La base de tout, pour mieux soigner, mieux éduquer, mieux prendre soin de nos aînés, ça prend une économie qui est en croissance, la création d'emplois. C'est là que ça commence. C'est certain qu'il faut effectivement, et on va le faire, cibler et donner des cibles précises de réduction de la bureaucratie en éducation et en santé particulièrement pour réinvestir dans les services. Maintenant, prenons deux thèmes que vous avez mentionnés. D'abord, les médecins de famille. On peut maintenant offrir des médecins de famille aux Québécois parce qu'on a remis à l'école, littéralement, on a ouvert les portes des facultés de médecine que Mme Marois avait fermées à l'époque où elle était ministre de l'Éducation. Ça prend 10 ans à fabriquer un médecin. On commence à récolter les frais de ça. On aura des grandes cliniques partout au Québec où les médecins seront ensemble pour travailler dans de bonnes conditions. Et on va donner l'accès à l'échographie, aux examens de scan dans les cliniques pour que les tests aillent plus vite et qu'on soit traité plus rapidement. Madame David. Moi, j'aime beaucoup votre question. Évidemment, ça me tient à cœur. Pour moi, le droit des services publics, on parle de santé, d'éducation, on parle des services sociaux. Moi, je pourrais parler aussi des transports en commun, des services de garde. Pour moi, là, c'est vraiment un droit fondamental. C'est une question de justice sociale. Et je pense que le Québec a les moyens de se payer de bons services publics. J'en suis convaincue. On a, depuis 10 ans, plus de cadres dans le système de santé que d'employés qui donnent des services. Le nombre de cadres a augmenté plus rapidement que le nombre d'employés. Ça n'est quand même pas normal. C'est pas normal non plus qu'encore aujourd'hui au Québec, on paie nos médicaments beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on pourrait payer si on était capable de faire des achats groupés de médicaments. Notre fameux projet de Pharma-Québec. Merci, Il y aurait Mme bien David. des façons de faire. Alors, 4 prochains face-à-face maintenant dans ce segment intitulé « Le filet social ». D'abord, M. Couillard, Mme David, à vous la parole, M. Couillard. Madame David, j'aimerais parler avec vous de la lutte contre la pauvreté. Comme vous le savez, au cours des dernières années, la situation n'est pas parfaite, bien sûr, loin de là. Il y a encore beaucoup de pauvreté au Québec, mais le revenu disponible des familles à bas revenus s'est amélioré à l'aide de plusieurs mesures, Primo Travail et autres que vous connaissez bien. Il faut donc continuer dans cette direction. Comment, Mme David, voyez-vous cette question de la lutte contre la pauvreté? Pour nous, pour moi, elle commence par l'économie et la dignité d'un emploi. La meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est faire sortir les Québécois et les Québécoises de cet état qui est difficile au moyen de la dignité de l'emploi. C'est là que ça commence avant tout, de faire croître l'économie, de créer de l'emploi dans toutes les régions du Québec. C'est comme ça qu'on aura davantage de gens qui ont une vie digne, des familles heureuses qui peuvent aller au bout de leurs rêves. C'est là que ça commence, Mme David, la création de la richesse et de l'emploi surtout, partout au Québec. Je pense que ça doit faire 20 ou 30 ans que j'entends les gouvernements successifs me raconter, Mme David, pour pouvoir répartir la richesse, il faut d'abord la créer. Mais évidemment qu'il faut créer de la richesse. Là, on ne fera pas un débat de 2 heures là-dessus, je pense. Et cette richesse-là, on la crée effectivement par des emplois, par la stimulation de l'économie.
mais on la crée, la richesse, aussi par le partage de la richesse. Ça crée de la richesse, ça, non seulement quand on met des gens à l'emploi, mais quand ces gens-là, en emploi, paient des taxes et des impôts qui retournent à l'État, et l'État qui, à ce moment-là, peut mettre en place plus de services publics. Donc, il ne faut pas juste se dire, créons de la richesse. Après, si ça donne, on la redistribuera, comme on voit dans un certain nombre de pays. Et même ici au Québec, il faut bien sûr la créer. Il faut bien sûr des emplois pour tout le monde. Mais là, je vais vous dire une chose, M. Couillard, par exemple. Il y a des personnes, à cause de toutes sortes de difficultés personnelles, sociales, psychologiques, familiales, à cause de handicap, qui ne peuvent pas occuper d'emploi. Et vous le savez, au Québec, en ce moment, une personne seule à l'aide sociale reçoit 620 $ par mois, point barre. Quand on sait que dans les grandes villes, simplement le loyer, un 2 pièces et demie, là, dans un vieux quartier, coûte 400 $ par mois. On fait comment pour vivre? Vous avez entièrement raison, puis on a besoin de ressources publiques pour faire cette redistribution. Vous savez d'ailleurs que le Québec, il faut en être fiers ensemble, on est une des sociétés les plus égalitaires en Amérique du Nord. Justement par la redistribution de la richesse qu'on fait. Mais pas encore assez, M. Couillard. On peut toujours faire mieux, mais ça commence par la création de la prospérité. L'emploi ne se crée pas par l'État. L'emploi se crée par les entrepreneurs, notamment chez nous, par les petites et moyennes entreprises. 50 des jobs sont dans les PME partout au Québec. 75 à 80 des nouveaux emplois sont là. C'est là qu'il faut aller. C'est pour ça qu'on a proposé d'aider nos PME pour le démarrage, pour l'exportation. J'étais en Abitibi avec un monsieur qui exporte du matériel de forage en Afrique. Il a besoin de ça pour engager des dizaines de personnes. Et à l'opposé, la liquidation du Plan Nord par le Parti québécois fait perdre des milliers d'emplois au Québec. Moi, je ne me plaindrai pas de la liquidation du Plan Nord, parce que ça, on pourra en discuter longtemps du Plan Nord et de ses conséquences environnementales, M. Couillard. Oui. Mais moi, je vous répète, rien contre la PME. Oui, il faut l'aider quand elle va dans des avenues écologiquement et socialement responsables, mais on va se parler d'économie sociale aussi. 125 000 emplois, M. Couillard. Prochain face-à-face, Mme Marois, M. Legault. Mme Marois, à vous la parole. Alors, merci beaucoup, Mme Dussault. Je crois, M. Legault, que vous allez admettre que notre formation politique a fait beaucoup d'efforts pour bien gérer les finances publiques, pour réduire la croissance des dépenses. Pour la première fois en 10 ans, on a atteint les cibles que l'on s'était fixées, en maintenant le filet de sécurité sociale. Et moi, ce qui m'inquiète un peu quand je vous entends parler, j'ai pas l'impression que vous avez quelque chose de très concret à proposer pour aider les gens en mauvaise situation, mal pris, mis sur le côté de la route. Vous parlez beaucoup de structures, énormément de structures. Vous voulez abolir les commissions scolaires, vous voulez abolir des postes dans les différentes organisations. Vous savez ça, M. Legault, ça fait pas mal de branle-bas de combat et souvent, ça nuit aux gens qui sont en attente de services. Moi, vous savez, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, je pense que vous devriez vous en reconnaître, vous en souvenir. J'ai réduit les commissions scolaires de 156 à 72, sans psychodrame. Vous proposez de réduire le fardeau fiscal des familles et vous dites, je vais vous donner 1 000 $ par famille. Là, je tombe à la renverse. J'aimerais ça pouvoir faire ça, mais où est-ce que vous inventez l'argent pour arriver à ça? 2 500 millions que ça va vous coûter. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour arriver à respecter l'engagement que vous prenez, qui est complètement irréaliste à mon point de vue? Bien, parlons-en des commissions scolaires. L'année dernière, Mme Marois, vous avez offert un choix aux commissions scolaires. Vous avez dit, ou vous réduisez vos dépenses de 200 millions, ou vous augmentez les taxes scolaires. On vous l'a dit tout de suite, ça n'a pas de bon sens, on sait ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qui est arrivé, Mme Marois? 6 mois plus tard, la grande majorité des commissions scolaires ont augmenté leurs taxes de 20 à 30 %. Et là, vous avez dit, je suis fâché, je suis fâché. Mais Mme Marois, il faut avoir du courage. On ne peut pas juste dire aux commissions scolaires, choisissez d'augmenter les taxes ou non. Est-ce que vous reconnaissez que la façon dont vous y êtes pris avec les commissions scolaires, c'était une erreur de gestion, la façon dont vous avez travaillé? Vous n'avez pas répondu à ma question, mais on y reviendra tout à l'heure. Nous étions et nous sommes toujours en désaccord avec ce qu'ont fait les commissions scolaires et je ne me suis pas gênée de leur dire, je suis allée leur dire face à face, M. Legault, vous le savez très bien. Et nous avons déposé une loi pour leur demander de retourner de l'argent aux citoyens qui ont payé trop de taxes scolaires en réduisant les prochains
compte de taxes scolaires. Ça, c'est ce que nous avons fait à l'égard d'une décision qui n'avait pas d'allure de la part des commissions scolaires. Mais je n'ai pas fait que cela. J'ai décidé que nous allions revoir la façon de financer les commissions scolaires. Est-ce que la taxe scolaire, c'est une bonne chose? Est-ce que leur organisation doit être revue? Et c'est à ça que j'ai demandé à un comité de réfléchir et je vais donner suite à ces recommandations. En date d'aujourd'hui, là, les Québécois qui nous écoutent, là, ont payé 20 à 30 de plus de taxes scolaires. C'est pour ça qu'on demande aux commissions scolaires de les rembourser. Plus de retour. Parce qu'ils n'ont pas confiance dans votre courage. Merci, Mme Marois. Ben là, j'en ai pas mal. Le débat à 4 s'en vient. Soyez patients. Retenez vos idées. Bien, pour l'instant, c'est Mme David et Mme Marois, mais la parole est d'abord à Mme David. Merci. Madame Marois, j'aimerais que nous parlions ensemble des aînés. Oui. Sous le régime libéral, il y a près de 5000 places qui ont été coupées dans les CHSLD. Depuis que vous êtes arrivé, vous en avez coupé des centaines d'autres. L'hébergement des aînés est devenu largement privatisé et on sait que dans plusieurs résidences, la qualité n'est pas au rendez-vous. On a découvert cet hiver que la sécurité n'était vraiment pas au rendez-vous dans plusieurs endroits. Vous annoncez une nouvelle vague de compression de 4 à 600 millions dans la santé. Et il y a déjà des aînés qui ont de la difficulté à recevoir des services à domicile. Je sais, vous avez mis 100 millions de plus, mais votre ministre de la Santé, M. Hébert, il y a quelques années, quand il était chercheur, éminent chercheur, nous disait qu'il faut 500 millions de plus par année si on veut vraiment mettre aux normes les services à domicile pour les aînés, si on veut vraiment que les aînés puissent rester chez elles et chez eux avec tout ce dont ils ont besoin. Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. D'abord, je ne comprends pas où vous prenez votre 400 ou 500 millions de coupures dans l'aide aux personnes âgées. Au contraire, et je suis d'accord avec vous, que nous devons augmenter l'aide apportée aux personnes âgées pour qu'elles puissent recevoir des services chez elles, qu'elles puissent vivre dans leur milieu de vie, qu'on puisse les accompagner. Je suis à 150 d'accord avec vous. Et c'est ça qu'on veut mettre. Sur 5 ans, on augmente de 100 millions par année l'aide apportée aux personnes en perte d'autonomie, aux personnes âgées, de telle sorte qu'on arrive à une vitesse de croisière dans 5 ans de 500 millions de dollars. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Vous savez que Régent Hébert a mis de l'avant un projet audacieux qui s'appelle l'assurance autonomie pour faire en sorte que l'ensemble des services nécessaires pour soutenir nos personnes âgées puissent leur être offerts d'une façon humaine, en tenant compte de leur réalité. Alors, rassurez-vous, c'est exactement là que l'on veut aller. Et quant au centre d'hébergement et de soins de longue durée, vous savez que nous avons réorienté certaines personnes vers d'autres types de ressources plus adéquates ça pour veut elles, dire que les personnes ont dû quitter les CHSLD. Mais qui répondaient mieux à leurs besoins. Ça, c'est vous qui le dites, mais c'est pas toujours comme ça que c'est vécu par les personnes. Et je voudrais ajouter aussi ce qui suit. J'ai bien analysé le projet d'assurance autonomie de M. Hébert et je veux le dire aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent, là, c'est pas si sympathique que ça en a l'air. En fait, c'est un projet qui risque de privatiser encore plus les services aux aînés qui sont très largement des femmes âgées, souvent vivant seules. C'est un modèle, le régime d'assurance autonomie. On va laisser Mme Marois répondre. Attendez un instant, je n'ai pas tout à fait terminé. Qui va faire en sorte que les travailleuses qui vont donner ces services vont continuer d'être sous-payées et que les proches aidantes vont continuer d'être Madame David, vous savez très bien que la privatisation des services de santé, là, c'est à votre droite que ça se passe chez M. Couillard. Avec le Dr Barrette, ils ont annoncé qu'ils ouvriraient 50 supercliniques avec l'assurance autonomie, Mme Marois, on privatise les services aux aînés. Alors, parlez-lui à... On va leur parler aussi, ne vous inquiétez pas. Il y a un débat ouvert qui s'en vient tout de suite après le prochain face-à-face entre M. Legault et M. Couillard, mais d'abord M. Legault. Oui. C'est bien connu, dans les congrès du Parti libéral, il y a beaucoup de commissaires d'école. On sait que les commissions scolaires, ce sont des lobbies puissants. Pourquoi, M. Couillard, vous avez choisi de garder les élections scolaires alors qu'il y a seulement 7,9 des gens qui vont voter? Pourquoi vous voulez garder les commissaires d'école? Pourquoi vous voulez garder 4 500 employés dans les commissions scolaires? M. Legault, d'abord, oui, on veut réduire la bureaucratie dans le milieu scolaire, en commençant par le ministère de l'Éducation. C'est là qu'il y a la plus grosse augmentation de la bureaucratie au cours des dernières années. Vous le savez, vous avez été ministre de l'Éducation. Il y a plusieurs centaines de fonctionnaires qui maintenant ne sont plus nécessaires parce que le réseau de l'Éducation a atteint sa maturité. Et de façon correcte et humaine, on va libérer 500 postes au ministère de l'Éducation et on va abolir les directions régionales du ministère de l'Éducation qui, en fait, doublent le travail des commissions scolaires. Quant aux commissions scolaires, moi, oui, je veux les préserver parce que c'est un endroit de proximité pour les parents. On me le dit partout au Québec.
parce qu'ils peuvent parler à leur commissaire scolaire. Et oui, il faudrait qu'ils votent plus, les gens, pour les élections scolaires. Et en passant, quand il y a un enjeu, quand il y a une école menacée de fermeture, les gens vont voter pour leur commissaire scolaire, particulièrement dans nos régions. Et c'est une erreur de penser, M. Legault, que ce ne sont pas des institutions importantes pour les régions. Ce n'est pas du lobbying, c'est les citoyens qui en ont besoin. Maintenant, oui, réduire la bureaucratie, ministère, direction régionale, plus d'argent dans les écoles pour l'aide aux devoirs, pour l'apprentissage de l'anglais et la réussite des élèves. Mais, M. Couillard, vous visez le mauvais endroit. Vous n'avez pas fait vos devoirs. Je vous donne les chiffres, là. Il y a à peu près 1000 personnes au ministère de l'Éducation, à peu près 600 personnes dans les directions régionales 1200. Et il y en a 4500 dans les commissions scolaires. Oui. C'est là qu'il y en a le plus, mais vous n'êtes pas capable de résister au lobby des commissaires d'école qui sont pleins dans vos congrès libéraux. Vous avez peur de démolir cette structure qui a fait son temps. Écoutez, 7,9 de participation. Est-ce que vous trouvez que c'est de la démocratie, Monsieur ça? Legault, celui qui a eu peur de s'attaquer aux structures, c'est vous quand vous étiez ministre de la Santé. Moi, j'ai eu le courage de présenter et d'adopter la loi sur la diminution des accréditations syndicales en santé. Vous l'avez dit vous-même, vous avez été empêché par le Parti québécois de la faire. Vous auriez dû avoir le courage de vous tenir debout avec vos collègues et de le faire. Ça n'avait pas de Moses de bon sens d'avoir 80-90 syndicats par hôpital. Moi, je l'ai fait et je vais le faire quand ce sera nécessaire et je vais le faire avec courage également. Monsieur Couillard, parlons de santé. En 2003, vous étiez dans l'équipe de M. Charest. Vous aviez promis d'abolir les régies régionales de la santé. Savez-vous ce que vous avez fait? Vous avez changé le papier à lettres. Vous avez appelé ça Agence de santé au lieu de Régie régionale de santé. Legault. Dans le fond, là, on a aujourd'hui la même structure qu'on avait en 2003. Vous voulez faire exactement pareil. Vous dites que vous voulez remplacer les commissions scolaires par des bureaux régionaux, également pour les agences de santé. Il y a des missions importantes et dans les commissions scolaires et dans les agences de santé que vous devrez de toute façon assurer. Alors, merci, M. Couillard. Merci, M. Legault. J'ai une question de relance qui, je pense, qui enchaîne avec un exemple très d'actualité. D'abord, je rappellerai peut-être au public que, M. Legault, vous avez été ministre de la Santé et de l'Éducation. Même chose pour Mme Marois. M. Couillard, vous avez été 6 ans ministre de la Santé. Donc, à vous trois, vous totalisez pas mal d'expérience et connaissances de ce réseau-là. Et gouverner, c'est choisir. Il y a un exemple inspiré de l'actualité. On le sait que sans concession de la part des médecins sur leur rémunération, une entente signée sous les libéraux qui vont toucher une hausse de salaire de plus d'1 milliard sur 2 ans, parce que le monde de la santé crie au secours. Il pourrait y avoir réduction de services. On parle même d'implosion. Votre choix, les médecins ou les patients, M. Legault? Bon. D'abord, il faut savoir qu'il y a 2 groupes de médecins. Il y a les médecins spécialistes. Ils étaient sous-payés par rapport au reste du Canada. C'est un rattrapage qui est nécessaire. Là où on a un problème avec la rémunération, c'est avec les médecins de famille. Les médecins de famille, actuellement, reçoivent qu'à peu près 10 de leur rémunération pour prendre en charge des patients et n'acceptent pas de prendre en charge 7 jours par semaine des patients. D'ailleurs, il y avait un article aujourd'hui dans les journaux. M. Hébert n'a pas eu courage d'agir face aux médecins de famille. Puis aujourd'hui, il y a 40 des GMF qui ne respectent pas les plages horaires où ils devraient donner des services. Donc, il va falloir avoir du courage avec les médecins, mais ni le Parti libéral, ni le Parti québécois ont eu du courage puis auront du courage. Alors, le débat est ouvert sur cette question-là. Mme Marois est interpellée. Le Parti libéral, c'est lui qui a signé les ententes avec les médecins spécialistes et avec les médecins omnipraticiens. M. Bolduc a littéralement donné la caisse. Et c'est vrai que ce sont des hausses considérables. Nous allons faire une chose. Nous ne remettrons pas en question le contrat qui a été signé avec les médecins. Je crois que ce serait irrespectueux de l'entente qui a été signée, même si le rattrapage nécessaire dans certains cas, pas complété dans d'autres, maintenant dépasse les revenus obtenus dans d'autres provinces pour les médecins spécialistes, entre autres. Cependant, et ce soir, je suis contente que vous souleviez la question, je leur demande aux médecins spécialistes, aux médecins omnipraticiens, donnez une chance au système de santé du Québec. Permettez-nous d'étaler les revenus qu'on va vous verser, de telle sorte qu'on puisse faire en sorte qu'il reste davantage d'argent pour offrir des services aux personnes âgées, aux malades chroniques. Et moi, je suis persuadée que nous serons capables d'arriver à une entente dans ce sens-là. J'ai déjà approché
par mes collègues, ces représentants des médecins, et je crois qu'ils sont prêts à ouvrir le débat. Monsieur Barrette, comme lobbyiste, vous a convaincu, sans doute, Monsieur Couillard, qu'il ne fallait pas retoucher à ça. C'est une bonne nouvelle que vous soyez rendu à nos arguments et ne pas déchirer l'entente avec les médecins. Ça aurait été une grave erreur de faire ça. Mais Mme Dussault, la question que vous posez, c'est un faux choix. Vous dites, est-ce qu'il faut choisir entre les médecins et les patients? En tout respect, c'est absurde comme choix. Ça prend des médecins pour traiter les patients. Et le problème, c'est pas les médecins. Les médecins au Québec arrivent à peu près à la moyenne canadienne de rémunération. Pourquoi on manque d'argent? J'y reviens encore, Mme Dussault. Pourquoi on manque d'argent dans les coffres de l'État et qu'on est obligé d'envoyer 600 millions de coupes dans le réseau de santé? On double les temps d'attente à Québec et dans d'autres régions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de création d'emplois. Il n'y a pas d'argent dans les coffres de l'État. Il n'y a pas une scène. J'ai demandé tantôt à Mme Marois, elle n'est pas capable de répondre. Comment ça se fait qu'il manque 3 milliards de revenus à l'État québécois? Alors, on choisit les médecins comme bouc émissaire. Ils traitent des malades. Avec les autres professionnels de la santé, on cible le mauvais endroit. Madame David. Moi, je pense qu'on cible effectivement le mauvais problème, mais là, il va falloir trouver une solution, par exemple. Et vous, M. Couillard, vous proposez de mettre en place 50 super cliniques qui, de toute évidence, vont encore être dirigées par des médecins, vont être privées, mais financées avec des fonds publics. À Québec solidaire, on propose quelque chose, dans le fond, de plus simple que ça et qui tient compte du fait qu'on a déjà des infrastructures. C'est de redonner au CLSC la mission qu'ils étaient censés avoir et qu'ils n'ont pas eue. Pourquoi? Pour 2 raisons. L'État ne les a pas assez soutenus, particulièrement à partir des années 80. On avait des CLSC ouverts le jour, mais pas le soir et la fin de semaine. C'est absurde. Quand on veut donner des services de première ligne, de proximité, il faut qu'on soit ouvert tout le temps. Donc, CLSC ouvert 24/7. Puis deuxièmement, il va falloir que les médecins de famille ils acceptent d'aller y travailler et qu'ils le fassent en équipe multidisciplinaire. Non, les boss, ça ne sera pas eux. Il va y avoir des conseils d'administration, il va y avoir des citoyens, il va y avoir les médecins, bien sûr, des travailleuses sociales et d'autres professionnels. Et tout ça, ça peut faire en sorte que, oui, 7 jours sur 7, 24 heures par jour, les gens ne seront pas obligés d'aller à l'urgence pour des problèmes mineurs. La maman ou le papa qui a un enfant qui a une otite à 11 heures le samedi soir ne se ramassera pas dans un hôpital parce que c'est pas nécessaire. Ça pourra même être une super infirmière qui donne la prescription pour l'antibiotique. Le système de santé, si on veut qu'il fonctionne, il ne faut pas juste discuter de rémunération des médecins versus les patients. Il faut discuter de son organisation. Et je pense que là-dessus, on a une proposition vraiment intéressante. Bien, Madame David, je suis d'accord avec ce que vous dites quant au CLSC. Cependant, on s'est rendu compte que dans les faits, il avait été difficile d'atteindre le modèle que vous décrivez. J'ai moi-même dirigé un CLSC à une certaine époque et nous n'y sommes pas arrivés. On a trouvé une solution intermédiaire. C'est les groupes de médecine familiale. Et c'est nous qui l'avons proposé lorsque nous étions au gouvernement. Moi, je crois que ce qu'il faut continuer à faire, c'est soutenir la création de nos groupes de médecine familiale qui, s'ils n'ouvrent pas aux heures où on devrait ouvrir, c'est parce que le Parti libéral les a laissés aller, s'en est pas occupé, comme ce qu'il faisait de façon générale quand il était au gouvernement. Alors Marois, vous n'y êtes pas arrivé non plus depuis que vous êtes là. Attendez un peu, on a corrigé la situation. En fait, c'est 60 % des gens, des groupes de médecine familiale, M. Legault, qui maintenant ouvrent aux heures qui dépassent les heures habituelles de travail. On y accueille des infirmières cliniciennes, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes. Et je crois qu'il faut continuer à agir dans ce sens-là. L'effort a été à ce point efficace que les gens maintenant attendent 1 heure de moins dans les urgences actuellement parce qu'il y a plus de groupes de médecine familiale puis parce qu'on aide les personnes âgées à domicile. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer, Mme David. Oui. Mme Marois, d'abord, je trouve ça un peu spécial que vous soyez fiers qu'il y ait seulement 40 % des groupes de médecine familiale qui n'ouvrent pas dans les heures qu'ils devraient ouvrir. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens, quand les cliniques ne sont pas ouvertes le soir ou les fins de semaine, s'en vont engorger les urgences. Mais moi, j'ai une question précise pour vous, Mme Marois. Certainement. Dans le réseau de la santé, il y a 248 000 employés. Là-dessus, il y en a 46 000 qui ne donnent pas de service. 1 sur 5. C'est beaucoup. Moi, je voudrais savoir, là, est-ce que vous trouvez que 46 000 personnes qui ne donnent pas de service, c'est trop? Et si oui, quel est votre objectif dans 4 ans? C'est sûr qu'il faut augmenter le nombre de personnes qui vont rendre des services aux citoyens. Je vais vous répondre à une situation réelle. On a fait une chose, plus qu'une chose, mais entre autres une chose, puis on va en faire d'autres demain matin. D'abord, durant les 2 dernières années où on était là, c'est 18 mois dans les faits, c'est assez court, on a demandé à nos institutions de santé d'optimiser leurs ressources. Ils ont donc économisé
200 millions par année en réduisant la paperasse, en réduisant la bureaucratie et sûrement en réduisant le nombre et le ratio d'encadrement. Mais nous voulons faire autre chose. Nous voulons financer les hôpitaux sur la base des actes, des services rendus aux malades et je crois que nous allons améliorer l'efficacité. Monsieur Couillard. Mme Dussault, Mme Marois est en train de refaire le même film qu'en 2003 et avant 2003. Le saccage du système de santé a commencé. 600 millions de coupes, les temps d'attente augmentent. C'était la même chose lorsqu'elle était ministre de la Santé. Mais je voudrais parler aux parents que j'ai rencontrés partout au Québec. Mme David vous a donné, et je suis d'accord avec elle, le portrait du problème pratique qu'il faut régler. 2 parents qui travaillent, ramassent les petits à la garderie, arrivent à la maison, il faut faire le souper, les devoirs, petit mal à l'oreille, fait de la température. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas les s'asseoir à l'urgence nécessairement pour un problème semblable. On propose 50 cliniques. Oui, des cliniques privées, Mme David, parce que c'est comme ça que 80 des patients au Québec ont accès au système de santé. Il n'y a rien de rébarbatif là-dedans, ni de mauvais. Mais ça prend des cliniques qui vont encore plus loin que les groupes de médecine de famille, où on trouve les médecins de famille, les spécialités de base, les tests, qu'on ne soit pas obligé d'aller à l'hôpital pour se faire le test. On va en faire 50 de ces cliniques partout au Québec et ça va améliorer l'accès en donnant gratuitement l'accès aux radiographies dans les cliniques également. Mme David. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on veut privatiser à ce point-là. On privatise, puis c'est payé par des fonds publics. Pourquoi on ne fait pas ça dans des institutions publiques, tout simplement? Mais je voudrais dire autre chose. Madame Marois, vous avez abordé la question de l'optimisation, ce qui va me permettre de revenir à quelque chose qui me tient bien à cœur, comme à nous tous, je pense, la question des aînés. Oui. L'optimisation, là, telle que c'est vécu dans bien des établissements de santé, que ce soit des hôpitaux ou des CHSLD depuis 1 an ou 2, ce que ça veut dire, c'est qu'on calcule maintenant combien de temps ça prend, combien de temps on est supposé prendre pour aider quelqu'un qui vient de vivre un deuil. Combien de temps on est supposé mettre pour donner à manger à une personne âgée vraiment en perte d'autonomie? Combien de temps ça prend pour donner un bain? Le résultat, là, j'espère que vous le savez, Mme Marois, et vous autres aussi, chers collègues, bien, le résultat, c'est que nos services aux aînés, dans les faits, sont moins de qualité qu'avant et que le personnel n'en peut plus. Le taux de détresse du personnel est extrêmement élevé. Madame David, vous décrivez une situation qu'a provoquée, entre autres, le gouvernement précédent et que nous sommes à corriger. Et quand on connaît le docteur Hébert, qui est un spécialiste des questions qui concernent les personnes âgées, jamais, je peux vous dire, il n'accepterait que l'on traite les personnes âgées comme vous le décrivez. Et si c'est le cas, nous devons absolument corriger la situation. C'est inadmissible. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'on veut augmenter l'aide que nous apportons aux personnes âgées par l'assurance autonomie pour que de telles situations ne se présentent jamais. Désolé, c'est terminé. Je parle aux couples de retraités chez eux. On va vous aider à garder vos maisons, payer vos taxes. Merci, M. Couillard. C'est déjà le temps d'aborder le 3e thème, segment donc, qui va durer à nouveau une trentaine de minutes et qui commence par la présentation du thème et la question principale de Sébastien Bovet. M. Legault, vous avez parlé de lobby comme les commissions scolaires. On va parler de lobby parfois moins institutionnalisé. Depuis près de 2 ans, la commission Charbonneau et l'UPAC mettent au jour la corruption et la collusion dans l'industrie de la construction et aussi en politique municipale. Les magouilles des firmes d'ingénieurs, des entrepreneurs dans le financement des partis politiques, l'influence des syndicats et du crime organisé sont exposés à la commission Charbonneau. La population, vous le savez aussi bien que moi, est cynique et elle veut la vérité. Vous soulevez vous-même des questions d'éthique et d'intégrité comme le deal avec le Fonds de solidarité de la FTQ ou les relations avec Arthur Porter. Les Québécois cherchent des garanties que vous ne serez pas sous l'influence des lobbies ou de ceux qui pensent pouvoir vous acheter. Alors, la question, elle est d'abord à M. Legault, parce que c'est ainsi que le sort en a décidé. Vous avez 45 secondes pour répondre, mais tous les autres auront la chance de répondre aussi. Quels engagements prenez-vous ce soir devant les Québécois pour garantir que vous serez un premier ministre au-dessus de tout soupçon? D'abord, on sait depuis au moins 1 an qu'il y a des firmes de génie et de construction qui nous ont volé des milliards de dollars par la collusion. Ce que je dis à Mme Marois depuis presque 1 an, c'est qu'elle devrait exiger le remboursement des sommes volées avant de recommencer à donner des contrats publics à des SNC-Lavalin, Desso et autres qui ont avoué avoir fait partie de la collusion. Or, Mme Marois a décidé de perdre son principal argument de négociation en recommençant à donner des contrats publics. Et M. Couillard, l'avez-vous entendu parler de ça? Ben non, il n'a même pas dit un mot sur l'argent qu'on doit aller chercher, l'argent qu'on s'est fait voler. Merci, moi, je veux garantir aux gens qu'on va aller le chercher. Bien là, M. Couillard, c'est à votre tour de répondre. Alors, M. Legault, il existe des choses telles que les tribunaux pour faire ces recours-là. Il faut respecter les tribunaux dans notre société. Je commencerai par dire à M. Bovet, Mme Dussault, que
moi, je ne dois rien à personne. En fait, c'est faux. Il y a 3 personnes à qui je dois beaucoup. Mes 2 parents qui m'ont donné l'éducation que j'ai eue et mon épouse qui me regarde actuellement. Je ne dois rien à personne. J'ai des liens avec personne. Je vais avancer pour donner un gouvernement intègre, totalement intègre aux Québécois, et ce sera certainement le cas. Maintenant, oui, il y a actuellement la commission Charbonneau. Il y a l'UPAC, qui ont d'ailleurs été mis sur pied il y a quelques années, et qui vont donner des résultats. Il faudra approuver et appliquer les recommandations de la commission Charbonneau. Outre les éléments qui sont présentés à cette commission, moi, je veux savoir comment est-ce qu'il y a encore des trous dans le filet. Où est-ce que les gens peuvent s'introduire pour obtenir des contrats, par exemple, de façon irrégulière, et on appliquera les recommandations de la commission. Merci, M. Couillard. Mme David. Je pense que la population du Québec n'a pas beaucoup d'inquiétude à propos de mon intégrité si je devais devenir première ministre du Québec. Mais il y a quelque chose de plus que je voudrais dire. Québec solidaire a fait un travail exceptionnel dès 2010 pour faire découvrir à la population l'utilisation des prête-noms dans diverses firmes de génie conseil, et je pense entre autres à la firme Axor qui a finalement reconnu sa culpabilité. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, ce système de prête-noms, il était extrêmement répandu et il touchait tout le monde à des degrés divers, sauf Québec solidaire qui jamais n'a été mis en cause par le directeur général des élections pour un système de prête-noms. Ce que je m'engage aussi à faire, c'est que je voudrais que le directeur général des élections ait beaucoup plus de pouvoir, de ressources humaines et financières pour aller plus loin dans sa recherche de la corruption. Réponse de Mme Marois. Alors, en 35 ans de vie politique, jamais on n'a pu attaquer mon intégrité personnelle. Et jamais je ne vais accepter qu'on fasse des pressions pour moi pour avantager une firme ou l'autre, pour avantager un groupe ou l'autre. Pendant 2 ans, le gouvernement libéral refusait de tenir une commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Jour après jour, je me suis levée. Stéphane Bédard s'est levé. Bertrand Saint-Arnaud s'est levé. Nous étions ensemble, Madame David, vous et moi, pour dénoncer le fait qu'il n'y ait pas de commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Enfin, nous avons eu gain de cause. Mais mon gouvernement, par la suite, a adopté des lois sévères. La corruption, elle recule et l'intégrité avance depuis que nous sommes au gouvernement. Alors, le premier des 4 prochains face-à-face oppose François Legault et vous, Mme Marois. La parole d'abord à M. Legault. Oui. Mme Marois, tantôt, je vous ai rappelé que vous aviez promis d'abolir la taxe santé pour tout le monde. Vous l'avez abolie seulement pour les personnes qui gagnent moins de 18 000 Bon, vous dites que c'est à cause de l'héritage libéral. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que vous avez fait 2 milliards d'annonces de nouvelles dépenses juste avant les élections. Donc, vous avez choisi de faire des annonces de dépenses plutôt que de retourner de l'argent dans les poches des contribuables. Pour les tarifs d'électricité, c'est la même chose. Le 1er avril prochain, vous allez augmenter les tarifs d'électricité de 4,3 pour couvrir les pertes sur l'éolien. Comment vous pouvez, Mme Marois, accepter qu'on subventionne 200 000 par emploi par année l'éolien et qu'on augmente les tarifs d'électricité, qu'on demande aux contribuables, encore une fois, de piger dans leurs poches? Alors, M. Legault, vous qui connaissez très bien les finances publiques, vous savez très bien qu'on n'a pas annoncé des dépenses de 2 milliards de dollars. Pour la majorité des sommes, il s'agissait d'investissements. D'investissements dans des équipements, d'investissements dans des écoles, des investissements dans des entreprises pour améliorer leur productivité. C'est ce que nous avons fait. Alors, c'est injuste que de dire que nous avons dépensé de l'argent des contribuables. En ce qui a trait aux tarifs d'électricité, vous avez voté avec le Parti libéral pour augmenter de 20 les tarifs d'électricité du bloc patrimonial. Qui les a baissés? C'est notre gouvernement. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons annulé cette hausse de taxes pour la hausse de tarifs d'électricité pour l'indexer. C'est ça que nous avons fait. Pourtant, vous aviez appuyé le gouvernement libéral lorsqu'il avait mis ça de l'avant. Et oui, nous allons continuer du côté de l'éolien. Nous avons cependant baissé le prix payé pour l'électricité par Hydro-Québec, de telle sorte que ce soit un projet plus acceptable financièrement. Madame Marois, nous allons aider. Quand on développe de l'éolien, là, savez-vous ce qu'on fait? On permet à des communautés d'aller chercher des revenus, on permet à des communautés de s'enrichir, de créer des emplois. Pensez à la Gaspésie et pensez au bas du fleuve. Vous pensez que ça n'a pas de bon sens qu'on soutienne le progrès, la croissance économique et les emplois de ces régions? Vous avez dit que vous avez baissé le prix. Oui. Dans les nouveaux appels d'offres, là, vous payez l'électricité 9 cents
Oui, c'était à Puis 12 cents, sur les libéraux. Puis c'était 12 cents les libéraux. Voilà. Mais sauf qu'Hydro-Québec leur vend 4 cents. Moi, j'ai appris au HEC là, que si on achète à 9 cents puis on revend 4 cents, on ne peut pas se reprendre sur le volume, attends un Mme peu. Marois. Oui, mais on peut se reprendre sur ailleurs. Mme Marois, Ah, hey, je n'avais monsieur- pas répondu à ma question. Monsieur Legault. Vous aviez promis de geler les tarifs. Vous les augmentez de Laissez répondre, Monsieur Legault, s'il vous plaît. 4,3 Ben, Pourquoi? Monsieur Legault, quand il y a 150 personnes qui sortent de l'aide sociale, qui retrouvent leur dignité, puis qui gagnent un salaire, vous pensez que ça vaut pas Là-dessus, le 9 merci, cents qu'on Madame paye Marois. pour Le les Monsieur Legault, C'est ça encore. qui arrive en Gaspésie. Encore le Madame Marois, contribuable. Monsieur Legault, merci. Prochain face-à-face, Monsieur Couillard et Monsieur Legault. Monsieur Couillard a d'abord la parole. M. Legault, vous et moi, on a eu le courage, pour utiliser un mot que vous aimez, de publier un cadre financier, ce qui n'est pas le cas du Parti québécois. Un élément de votre cadre financier a attiré mon attention. Lorsqu'on regarde les économies que vous voulez obtenir de ce qu'on appelle le dégraissage de l'État ou le fait de rapetisser la taille de l'État, c'est un objectif que je poursuis également. Je trouve que vos objectifs ne sont pas réalistes. Si je comprends bien, puis éclairez-nous là-dessus, vous estimez au bout de 5 ans avoir réduit de 2,3 milliards les dépenses dans l'appareil public, essentiellement les dépenses en personnel. Vous l'avez dit vous-même, c'est en réduisant le personnel qu'on finit par réduire la taille de l'État. Maintenant, si on fait un calcul simple, vous parlez de calcul d'HEC, un calcul simple que je pourrais vous suggérer également, 2,3 milliards, là, c'est 30 000 fonctionnaires de moins. Où c'est que vous allez les prendre? Il y en a 2200 juste au ministère de la Santé et de l'Éducation. Vous allez être obligé de former des nouveaux fonctionnaires pour les congédier. Là. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas, votre équation. OK. C'est pas réaliste. OK, regardez. Quand on regarde le nombre d'employés de l'État, là, il y en a 570 000. OK? Sur les 570 000, il y en a 350 000 qui donnent des services. Ça, on veut même les augmenter. Mais il y en a 220 000 qui ne donnent pas de services. On veut réduire ça à 198 000. Et on a une opportunité en or, M. Couillard, qu'il ne faut pas manquer. La démographie. Les baby boomers vont prendre leur retraite dans les 5 prochaines années. Donc, on a la chance, avec des retraites volontaires, de pouvoir réduire le nombre de personnes. Sauf que ça va faire des cotisations syndicales de moins. On sait que Mme Marois a les deux mains attachées avec la FTQ. Mais moi, ce que je ne comprends pas, M. Couillard, comment se fait-il que vous ne voyez pas l'urgence de réduire les taxes? Vous dites dans votre cadre financier, on ne peut pas rien faire avant la 3e année. Ça veut dire que les contribuables qui nous écoutent ce soir, là, s'ils votent pour je vais vous, vous expliquer, pas M. de baisse Legault. de taxes cette année, pas de baisse de taxes l'année prochaine. expliquer. Pourquoi Couillard. vous n'avez pas plus de On courage? va réduire la taxe santé puis l'abolir complètement. Vous le savez, vous venez de le Dans dire la vous-même. 5e année. Sauf que la façon dont vous y prenez, c'est vous diminuer le taux de croissance des dépenses en santé, si je ne me trompe pas, à 0,9 M. Legault, ça va être un désastre. Les patients, ça ne prendra pas 6 semaines que les patients vont être dans la rue, puis leur famille également. Dites-moi. Vous ne pourrez pas le faire. Ce Ben, qu'on veut dites-moi faire, en et le problème, santé. M. Legault, souvent, dans votre cas, dans le cas de votre parti, c'est que les idées commencent bien, mais ça ne tient pas la route. OK, mais dites-moi, Quand on regarde alors. 30 000 personnes, vous ne pouvez pas faire ça. Ça se fera pas comme ça en 5 ans, certainement pas. Il faut le faire de façon respectueuse des Ben, gens. donnez-moi Et votre je chiffre, partage- M. Couillard. Il y a 220 000 personnes au Québec qui ne donnent pas de service. Alors, Vous on l'a voulez donné- réduire ça à combien on dans a donné 4 le ans? chiffre. On va Dans diminuer- 4 ans, on va combien? diminuer de 500 personnes. Vous allez réduire le ça de nombre au combien ministère dans 4 de ans? l'Éducation. On va demander au réseau de la santé 10 000, à partir 20 000, de 30 000, Laissez-moi combien? parler. Laissez-moi parler. Non, mais M. Legault. combien? Ben, laissez-moi parler. Ouais. Au ministère de la Santé, dans les agences régionales des établissements, on va demander minimum de 10 de réduction de l'administration. Et ça, c'est réaliste, c'est faisable et on va le faire. Moi, j'aime Vous mieux n'avez dire... pas fait Merci, vos devoirs. M. J'aime mieux Legault. dire Vous la n'avez pas population, fait vos ce qu'on devoirs. va Vous faire. êtes Merci, pas prêt à M. Legault, gouverner. M. Couillard. Merci. Le débat à 400 bien. Non, il reste 2 segments de face-à-face avec Mme Marois et Mme David. D'abord, Mme Marois, toujours Alors. sur le thème de la gouvernance. Merci, Mme Dussault. Moi, je voudrais rappeler à Mme David qu'on s'est battus ensemble pour lutter contre le Parti libéral qui refusait carrément de tenir une enquête sur l'industrie de la construction, ses liens avec le financement des partis politiques. Une fois au pouvoir, on a adopté des lois très sévères pour que la corruption recule. Notre première loi, ça a été pour exiger que les entreprises aient un dossier correct, où on avait éliminé les risques de collusion, de corruption ou les sources de corruption, de collusion. J'imagine que vous ne voulez pas, comme moi, qu'on retourne aux années libérales où on a refusé complètement, carrément, de tenir cette commission d'enquête. Vous savez qu'ils ont voté 11 fois contre la commission d'enquête. Alors, pourquoi, Mme David, nous attaquez-vous toujours plutôt que de vous attaquer à ceux qui sont responsables de ce gâchis? Et quand je vois M. je vais vous Couillard, répondre, dans le Mme fond, je me Marois. dis, il veut nous ramener aux années libérales. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne idée, Je vais Mme vous répondre. David. Je vais vous répondre, Mme Parfait. Marois.
D'abord, toute cette question des lois qui ont été adoptées sur les questions d'intégrité, nous les avons adoptées, tout le monde ensemble, à l'Assemblée nationale. Ce sont des lois qui ont été adoptées à l'unanimité et je pense qu'il faut nous en féliciter. Maintenant, ne vous chagrinez pas trop. Monsieur Couillard sait très bien que nous ne sommes pas du même avis sur un bon nombre de questions, y compris les questions économiques et même les questions qui concernent cette fameuse Charte des valeurs. Mais cependant, Mme Marois, je suis quand même obligée de vous dire quelque chose. C'est que l'intégrité, c'est aussi la cohérence. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous l'avez fait sur un programme que je qualifierais de centre-gauche, disons. Je me rappelle très, très bien de l'été 2012. Et je me rappelle qu'en juin, vous aviez tapé de la casserole, vous portiez un carré rouge. Donc, vous avez donné l'espoir, puis c'est peut-être pour ça que vous êtes si critiqué. Vous avez donné l'espoir à plein de gens que, justement, il y en aurait des changements importants. Mais le problème, Mme Marois, c'est que ça n'est pas arrivé. Il y a eu des compressions spectaculaires dans la santé, l'éducation, le transport public, le transport adapté pour les personnes handicapées, la culture. C'est pour ça que les gens sont fâchés. Vous savez très bien que nous avons mis fin à une crise sociale qui ne s'était jamais vue au Québec et qui avait été provoquée par le gouvernement libéral qui nous a précédés, qui voulait augmenter les frais de scolarité de 82 %. On a réuni les gens autour d'un sommet. Et on s'est concerté. On va investir 1,8 milliard de plus dans nos universités. Les frais de scolarité sont indexés, ce qui est raisonnable. Pour la première année depuis 1985, il y aura plus de gens qui vont recevoir des bourses. Merci, Mme David. C'est ça qu'on a fait, Mme David. Le printemps érable, c'était l'espoir d'un autre Québec. Mme David, merci beaucoup. Je vous interromps, Mme David, mais pour aussitôt vous redonner la parole pour le dernier face-à-face de ce segment qui vous opposera à M. Couillard. Mme David. Monsieur Couillard, dans ce segment, on discute évidemment d'intégrité, de corruption, de collusion, on discute de toutes ces choses-là. Moi, j'ai quand même une question à vous poser. Vous avez été ministre de la Santé. Pas longtemps avant que vous quittiez votre ministère, vous avez fait passer un décret qui ouvrait au privé toutes sortes de chirurgies. Ça s'est passé sans qu'on s'en aperçoive trop, mais on s'est ramassé avec ça. 2 semaines après avoir quitté vos fonctions, vous vous êtes retrouvé dans une compagnie de consultants qui travaillait à l'établissement de cliniques privées. Et tout ça en ayant dit pendant plusieurs années que vous étiez un fervent défenseur du système public. À Québec solidaire, on a déposé en décembre dernier un rapport assez complet sur le lobbyisme au Québec. Je vous invite à le lire, d'ailleurs. Parce que ça démontre, hors de tout doute, que ce système de porte tournante est extraordinaire au Québec. D'ex-ministres se retrouvent consultants et lobbyistes pour, par exemple, l'industrie minière, pharmaceutique, etc., et inversement. On fait une proposition dans ce rapport et je veux vous demander si vous êtes d'accord avec notre proposition. Un ministre ne pourrait pas être lobbyiste pour une compagnie qui fait du lobby auprès du gouvernement durant les 5 ans après son retrait de la vie politique. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, Mme David, moi, je n'ai jamais fait de lobbyiste de ma vie, alors c'est certainement quelque chose que je vais vouloir regarder avec intérêt, mais dans votre introduction, il y avait une erreur de fait, Mme David, et je vous encourage à le vérifier après le débat, et on pourra s'en reparler, vous et moi, si vous voulez. Vous avez répété quelque chose que les péquistes ont dit à quelques reprises, qu'on avait passé des règlements pour ouvrir de nouvelles chirurgies pour les cliniques privées. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui. C'est faux. En fait, toutes ces chirurgies étaient déjà pratiquées dans les cliniques privées, mais sans aucun encadrement administratif, sans aucune vérification de la qualité des soins, sans aucun encadrement de la propriété également des cliniques. Parce que le secteur privé, soi-disant que Mme Marois et le PQ n'aimaient pas, a été laissé complètement déréglementé. Vous êtes d'accord avec moi, pour le secteur privé, c'est l'idéal d'être déréglementé. Alors, je vous encourage à vérifier, et je le fais en tout respect, Mme David. Il n'y a pas une seule chirurgie de la liste qui n'était pas déjà pratiquée dans les cliniques privées. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de notre proposition sur le lobbyisme. Que vous en ayez fait ou non, je vous repose quand même la question. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'un ancien ministre ne puisse pas être lobbyiste pour une compagnie qui fait affaire au gouvernement pendant 5 ans? Qui fait affaire avec le gouvernement, d'accord, certainement. Il y a déjà une limite qui existe actuellement. Je pense qu'elle est raisonnable, Mme David. Il faut quand même reconnaître que les gens qui quittent la politique, et vous le savez, c'est dur, la vie politique, et quand on la quitte, se trouver un emploi, à moins qu'on soit indépendant de fortune, ce qui n'est pas mon cas, et je ne crois pas le vôtre non plus, il faut qu'on travaille. Alors que si on a des compétences professionnelles, c'est légitime de pouvoir les exercer après une période
de silence, disons, ou d'inactivité. Moi, je De crois que le combien de mode temps? actuel de 2 ans me satisfait. Je ne pense pas qu'il faille aller plus loin que ça. Au bout de 2 ans, on a perdu le contact complètement avec l'appareil public et je ne crois Merci. pas nécessairement qu'on aura beaucoup d'influence. Merci, M. Couillard. Merci, Mme David. Une question de relance qui va conduire au débat ouvert aux 4 chefs. Mais je vous reprends au mot tous les deux. Vous avez beaucoup parlé d'intégrité lors de ce thème de la gouvernance. Et en fait, quand la question s'adresse à Mme Marois, mais quand M. Couillard a quitté la vie politique, son poste de ministre de la Santé, pour aller dans le secteur privé de la santé, il y a des questions éthiques qui ont été soulevées à ce moment-là. Il y a même un code d'éthique qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Et il y a toute une section, là, les gens peuvent aller lire, qui s'appelle l'après-mandat, qui tendait à corriger la situation qu'avait vécue M. Couillard. Un instant, Mme Dussault, je ne peux pas accepter ça parce que vous venez de faire une autre erreur de fait. Allez-y. Le code d'éthique qui a été adopté à l'Assemblée nationale l'unanimité. permet la recherche d'un emploi par un ministre. Oui. Il doit cependant en aviser le premier ministre ou le commissaire à l'éthique, ce qui est tout à fait raisonnable. Très bien. À l'époque où j'ai fait ma transition professionnelle avec une entreprise qui n'a aucun lien d'affaires avec le gouvernement du Québec, encore aujourd'hui, j'ai avisé le bureau du premier ministre, donc j'ai agi complètement dans les règles. Je le dis parce que vous laissez flotter la possibilité Très bien. que c'est contraire au code d'éthique. Oui, j'en viens, vous allez avoir le J'imagine. droit de... Mais je pense que chacun peut... Oui. Moi laisser aussi. parler. Vous pouvez tous vous exprimer, faites-vous en- Ce qui est un fait, c'est Enfin, on a adopté un code d'éthique à pour couvrir une situation comme celle de M. l'unanimité à l'Assemblée C'est nationale. faux. Mais je poursuis C'est parce que faux. ma Vous question n'avez est à pas vous, ça, mais c'est madame. ça pareil. C'est faux. Vous en débattrez. Excusez-moi. Vous en débattrez. Mais l'arrivée en scène Oui. de M. Pierre-Carl Pelado, Oui. soulève, qui est propriétaire d'un empire de presse, un manière de presse, soulève encore des questions d'éthique. Et ne devrait-elle pas vous obliger, les gouvernants, les gens de l'Assemblée nationale, à revoir ce code? En quoi, dans le fond, une fiducie sans droit de regard suffit-elle pour ériger un mur, là, un gros mur entre le pouvoir politique et les lobbies, qui sont toujours... Alors, puissants? Madame Dussault, nous avons beaucoup mis la pression sur le gouvernement libéral pour qu'il adopte un code d'éthique. On s'en souviendra. Pour couvrir des situations comme celle qu'a vécue le docteur Couillard, ce n'était pas prévu dans le code d'éthique. Pour couvrir le fait que des ministres faisaient affaire avec le gouvernement et M. Charest amenuisait les règles d'éthique. Donc, nous en avons adopté un. Il est rigoureux, il est exigeant. Tous les candidats de ma formation politique, y compris M. Pierre-Carl Pelado, vont se conformer strictement au code d'éthique, vont respecter les exigences que le commissaire à l'éthique pourrait lui faire, et nous allons attendre les recommandations de ce commissaire, mais le code d'éthique, il va s'appliquer, madame. Alors, merci. L'intervention tout à l'heure fait en sorte qu'on retranche 1 minute au débat ouvert. Je vous donne brièvement la parole, M. Couillard, là-dessus, parce que vous avez été interpellé par Je réalise que je vous ai interrompu en tout respect, Mme Dussault, j'en suis désolé, mais il fallait que je le fasse. Je voudrais revenir sur la question de M. Pelado. Je crois, Mme Marois, que c'est insuffisant, la fiducie sans droit de regard. Je vais vous expliquer, selon moi, pourquoi c'est insuffisant. Lorsqu'on contrôle, même à distance ou même à travers une fiducie sans droit de regard, 40 des médias écrits électroniques du Québec, ce n'est pas suffisant, une fiducie. Je crois que vous auriez dû demander, vous pouvez encore demander à M. Pelado là, de vendre ses actions s'il veut rester en politique. Il y a un choix à faire. Ce n'est pas une business habituelle, l'information. La liberté de presse, ce n'est pas un enjeu habituel, Mme Marois. Je crois que vous auriez dû faire preuve de plus d'autorité et de plus de jugement en demandant à M. Pelado de se départir complètement de ses actions avant de venir en politique. Pour le jugement, là, on repassera, M. Couillard. Je n'ai pas de leçon à D'accord? prendre de vous Bon. là-dessus, madame. Je pense que vous pourriez être un peu plus prudent sur les propos que vous tenez. Les derniers jours n'ont pas été à votre honneur, J'ai M. aucun- Couillard. aucune leçon à Vous le prendre de vous, savez. madame. Alors, encore une fois, nous avons un code d'éthique. Il est exigeant, il est rigoureux. Vous mettez pas de en ça que je cause... parle. Attendez un peu. C'est Vous pas de ça que mettez je en parle. mettez en cause l'intégrité des journalistes qui ne respectera pas leur propre code d'éthique, Madame Marois. leur propre... les règles qui les Partout dans le encadrent. monde, partout dans le monde Si où on le verrait une situation commissaire, semblable, ce Monsieur serait Couillard, inacceptable. si le Madame Marois. commissaire à l'éthique C'est pas acceptable, fait ça. des recommandations particulières, nous allons les suivre, mais ne remettez pas en doute mon jugement, Monsieur Couillard. Non. Ce n'est pas à votre honneur. Madame David. Je voudrais dire d'abord sur le cas que vous avez soulevé que moi, ça m'apparaît d'une évidence crasse que quelqu'un qui possède 40 d'intérêt dans les médias du Québec et dans le monde des communications ne peut pas en même temps continuer de les posséder et devenir, mettons,
je sais pas, moi, ministre des Finances, ministre Industrie et Commerce ou président du Conseil du Trésor, parce que je pense que quelqu'un comme M. Pellado ne prendrait pas le ministère de la Famille, à mon avis, en tout cas. Donc, ça me paraît impensable et je pense qu'effectivement, il faut... je ne composerai pas mon Conseil des ministres ici. Il faut vous prenez par acquis que je vais en composer un. il y ait des règles qui soient revues. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose peut-être qui déborde un peu le seul cas de M. Pellado. L'hiver dernier, j'ai été surprise d'apprendre qu'on ne demandait pas aux députés dont je fais partie de dévoiler leur placement à l'étranger. Et nous avons fait la recommandation, effectivement, au commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale de le demander. Parce que quand même, là, la pire des situations, ça serait de découvrir que des députés, voire des ministres, auraient des placements dans des paradis fiscaux. Je pense que ça, personne ne le veut au Québec. Et j'en profite pour dire que si on veut aller plus loin sur les questions d'éthique et sur la lutte à la corruption, il va falloir peut-être qu'on aille un peu plus loin là, que les travailleurs de la construction, les coiffeuses, les secrétaires, éviter l'évasion fiscale et tout. Il va falloir aller chercher un petit peu plus haut et pogner, comme on dit, les gros poissons. Monsieur Legault. Oui. Bien, d'abord, un mot sur M. Pellado. Moi aussi, ça me semble d'une évidence que quelqu'un ne peut pas être propriétaire d'un bloc d'action avec 40 des médias pour faire de la politique. Mais c'est une question de jugement. Vous pensez que oui, Mme Marois. Mais moi, je veux revenir, on est dans le bloc des finances publiques. Ah, c'est bien. J'ai un de mes députés, Christian Dubé, qui était l'ancien numéro 2 de Cascade, qui a fait un plan de redressement. Parce que le Québec a besoin d'un plan de redressement. Moi, je me rappelle quand j'étais président d'Air Transat, à un moment donné, on a eu des compétiteurs qui avaient des structures de coûts plus basses. Il a fallu faire tout un ménage. Actuellement, là, il faut faire un ménage au Québec. Moi, je l'ai déjà fait. Christian Dubé l'a déjà fait. On veut être capable d'abolir la taxe santé et la taxe scolaire, remettre 1 000 $ à chaque famille. Ça presse. Les familles ont besoin d'air. Alors, Mme Marois. Oui, alors, c'est intéressant que M. Legault revienne sur cette question du cadre budgétaire et financier. D'abord, M. Couillard, je suis désolée, mais notre cadre financier, c'est notre budget. Il a été déposé il y a déjà 3 semaines et c'est ce que nous allons redéposer lorsque la population nous aura fait confiance. Mais dans vos 2 cas, dans le cas de M. Couillard, dans le cas de M. Legault, je les ai regardés, vos cadres financiers. Ce matin, M. Vaille en fait une analyse exhaustive. C'est complètement irréaliste. De l'argent qu'on n'a pas, qu'on invente du côté de M. Couillard, et des dépenses qu'on veut couper, qui vont prendre des années à couper si on veut le faire. Puis là, on promet aux Québécois 1 000 $ par famille. C'est 2,6 milliards 1 000 $ par famille. Vous voulez endetter les Québécois de 15 milliards de plus. Vous voulez piger dans le fonds des générations. Demain matin, Mme Dussault, je vous prédis que si M. Couillard était élu, il y aurait une décote immédiate des finances du Québec parce que nos agences de crédit Marois, nous évaluent sur le contrôle de nos dépenses. Vous les avez jamais contrôlées et sur le contrôle de la dette et vous voulez l'augmenter. M. Couillard, ensuite, c'est ça la vie, là. La vie, Mme Marois, c'est que c'est vous qui avez été mis sous surveillance par l'agence Fitch. Personne d'autre. Et parce que vous avez échoué parce que vous avez été échoué dans l'atteinte de toutes les cibles, le vérificateur général l'a dit. Et pourquoi les cibles de croissance doivent être plus ambitieuses? Parce qu'il faut créer de l'emploi, Mme Marois, ce que vous ne savez pas faire. Monsieur Lattéo, votre conseiller financier, a admiré le budget de M. Vous avez raison. Marceau. Il faut faire, je vais utiliser votre terme, le ménage, mais il ne faut pas que ça vire en saccage. C'est ce qui m'inquiète dans votre approche, en tout respect, là, c'est que vous avez, dans votre cadre financier, en même temps que vous avez vos objectifs de réduction de la taille de l'État, introduit des modalités de croissance des dépenses en santé et en éducation, mais surtout en santé, qui sont très inquiétantes. Vous avez été ministre de la Santé également, je vous le dis. Ça va être un désastre. Au bout de quelques semaines, vous seriez obligé de reculer, de surcorriger et d'entraîner le gouvernement dans une instabilité budgétaire marquée. Moi, je préfère une approche plus graduelle, réaliste, parce que je sais que je peux livrer ça à la population et on va le livrer. Oui. Monsieur Legault? Écoutez, on a fait un rapport qu'on a appelé le rapport Dubé avec Christian Dubé qui est détaillé. Il y a beaucoup trop d'employés qui sont dans les bureaux. Il y a un ménage à faire dans les crédits d'impôt aux entreprises, mais là aussi, il y a des lobbies, donc ça prend du courage. Mais moi, je veux revenir à Mme Marois qui nous fait la leçon sur son cadre financier. Il y a un journaliste de la presse qui vous a demandé, il a demandé à tous les chefs, là, combien on reçoit de péréquation par année. On avait 2 minutes pour répondre à chaque question. Vous avez répondu, on reçoit 16 milliards de péréquation par année. La vraie réponse, c'est 9.
Vous vous êtes trompé de 7 milliards, Mme Marois, puis vous nous faites la leçon sur notre cadre Alors, financier. Monsieur Madame Legault, Marois, ensuite Madame David. vous savez très bien que cela comprenait et la péréquation et les transferts fédéraux. C'était pas Alors, la question. c'est de ça dont il s'agissait. C'est l'argent qui revient par les transferts ou par la péréquation. Ouais. Rassurez-vous, Madame Marois. je sais compter, M. Legault, Ouais. mais quand Monsieur je Legault, vois je vais donner que votre ministre le des cadre Finances. financier Monsieur que vous Legault, avez je vous rappelle préparé, alors. j'ai Ouais. beaucoup de doutes sur les Madame conseillers David, ou je suis sur vous-même. Et M. Couillard aussi. Vous pouvez rire, là, suis pas sûr. mais vos chiffres Aïe, aïe, aïe. ne tiennent pas la route, sûr M. que vous savez Couillard. compter, Je Madame peux vous David. l'assurer. Madame David. Moi, je pense qu'on sait tous compter ici. La seule chose, c'est qu'on ne compte pas de la même façon tout le temps. Et il y a au moins une question, il y en a même plusieurs sur lesquelles Québec solidaire se distingue de vous trois, estimés collègues, c'est le fait que nous autres, on va chercher de nouveaux revenus. Vous, là, tous les trois, ça me frappe depuis le début de la soirée. Vous parlez de créer de l'emploi, on est d'accord, bien sûr, on a aussi notre plan de création d'emploi, mais vous parlez sans cesse de coupures. Vous êtes tout le temps là-dedans. Et le budget de Mme Marois nous dit qu'elle aussi, elle va couper dans les prochaines années. Nous autres, ce que nous vous proposons pour financer les services publics, ce sont bien sûr de mettre fin au gaspillage, à des dépenses inutiles, mais surtout d'aller chercher de nouveaux revenus là Merci. où il y en a. Les banques, Merci, les Madame entreprises David. financières, les minières. Alors, merci, Mme David. Nous sommes déjà arrivés presque au terme de ce débat avec le dernier segment qui porte sur la question nationale et l'identité. Présentation du thème et questions, Sébastien. Alors moi, je vous l'avoue, j'ai jamais été bon en maths, mais abordons. Vous avez repris un peu de pic là dans le dernier thème, c'était bien. Abordons cette question dont personne ne veut parler, mais dont tout le monde parle, la question nationale, l'avenir politique du Québec. Depuis 40 ans, c'est un sujet chaud à chaque élection. Cette année ne fait pas exception. Et aucun de vous, vous ne vous engagez toujours pas à régler cette question au cours du prochain mandat. Le Parti québécois propose une consultation publique. La Constitution n'est pas une priorité pour le Parti libéral. Bref, on a l'impression que la peur du non habite les deux camps. Les souverainistes ont peur que les Québécois leur disent non une troisième fois. Les fédéralistes ont peur que le reste du Canada leur dise non. Alors, ma question, elle s'adresse à vous tous, et je commence par M. Couillard. Vous avez tous une patate chaude entre les mains avec cette question nationale, mais gouverner, c'est aussi provoquer le changement. De quoi avez-vous peur? Moi, M. Bovet, j'ai peur du chômage. J'ai peur de l'appauvrissement. J'ai peur des familles qui n'ont pas ce qu'ils ont besoin pour rester dans leur région. J'ai peur qu'il faisait peur à Nancy Clark qui a parlé aux îles de la Madeleine quand j'y étais il y a quelques jours, qui se demandait si elle pouvait rester aux îles, acheter une maison, puis son chum aurait un ouvrage, du travail comme camionneur. Ça me fait peur. Alors, je vais vous dire clairement que moi, mon enjeu, quand je vais être premier ministre du Québec, c'est de travailler tous les jours pour la prospérité économique, pour l'emploi, de façon à mieux soutenir l'éducation et la santé. Les référendums, c'est pas mon programme, c'est le programme de Mme Marois. Moi, je travaille pour la qualité de vie des Québécois avant tout, et c'est ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est le devoir de tout premier ministre du Québec de défendre les intérêts du Québec. On l'a fait, on va continuer à le faire, et ma campagne est une campagne économique sur l'emploi, M. Bovet. Merci, Mme David, sur cette même question. Oui. Monsieur Beauvais, je suis obligée de vous dire que vous avez fait erreur parce qu'à Québec solidaire, non seulement on n'a pas peur de la question nationale, mais nous promettons de s'en occuper dès le premier mandat. Et c'est une vraie affaire, Monsieur Couillard, la question nationale. L'emploi, c'est une vraie affaire, mais la question nationale aussi. Se donner un avenir comme peuple, décider de notre avenir, choisir comment on veut vivre, avec quelle langue, avec quelle culture, choisir quelle sorte de pays on veut, en disant comme Vigneault, tous les humains sont de ma race. Ça, c'est le projet de Québec solidaire. Non seulement ça ne nous fait pas peur, nous, ça nous emballe, ça nous mobilise. Et ce qu'on veut faire, c'est d'amener la population à être aussi convaincue que nous qu'il y a là un projet collectif vraiment intéressant. Merci, Mme David. Mme Marois, la question de Sébastien. Moi, Avez-vous j'ai peur? confiance dans les Québécois et les Québécoises. Au contraire, je n'ai pas peur pour l'avenir du Québec. Je crois que nous sommes capables de prendre nos décisions. Et il me semble que les prendre des décisions nous-mêmes, sans se fier à M. Harper qui pourrait les prendre pour nous, c'est une bonne affaire. C'est une bonne orientation. Mais ça m'inquiète un peu, par ailleurs, l'attitude de M. Couillard, qui change 3 fois d'avis depuis le début de la campagne sur la question de la Constitution. Un jour, il va en faire une priorité. Le lendemain, c'est plus le cas. Le lendemain, il va aller voir les chefs des autres provinces. Moi, c'est très clair. On va faire une élection, nous allons la gagner et nous allons présenter un livre blanc sur l'avenir du Québec où tout le monde aura le temps d'y réfléchir. On ne bousculera pas les Québécois, puis on est Merci, capable madame. de créer des emplois Merci, en même Mme temps. Marois. Monsieur Legault. Oui. Le débat sur le référendum est devenu nuisible pour le Québec.
on ne peut pas jouer à quitte ou double avec l'avenir du Québec. C'est pas vrai qu'on est obligé de passer toute la campagne électorale là, à parler pour ou contre le référendum. On a vu M. Couillard, il ne veut pas en parler, mais il en parle à tous les jours pour faire peur au monde. C'est ça. Monsieur, moi, je pense qu'actuellement, là, tous les sondages le montrent, le 2/3 des Québécois ne veulent pas de référendum. Moi, je pense que Mme Marois et M. Couillard sont déconnectés des vrais besoins et des vrais enjeux de la population. Alors, merci, M. Legault. Sur la question nationale, on poursuit. Hein, c'est le thème de ce segment. Premier face-à-face vous oppose, M. Legault, à Mme Marois. Alors, je vous laisse poursuivre sur votre lancée. Bien, écoutez, je viens de le dire, là, quand on voit tous les sondages, le 2/3 des Québécois ne veulent pas de référendum. Même une partie des gens qui sont souverainistes ne veulent pas de référendum. C'est tellement important, Mme Marois, que je pense que vous avez le devoir ce soir là, de nous donner une réponse claire. Allez-vous, oui ou non, tenir un référendum dans le prochain mandat? Non, il n'y en aura pas de référendum tant que les Québécois ne sont pas prêts. C'est ça. Et là, vous voulez nous amener comme M. Couillard. Il a décidé, lui, pour faire oublier les années libérales, que cette élection, elle allait porter sur un référendum. Est-ce que quelqu'un ici pense que l'élection va porter sur un référendum? L'élection porte sur le choix d'un gouvernement pour créer de l'emploi, pour diriger le Québec, pour s'occuper de notre langue, pour s'occuper de nos écoles, pour s'occuper de nos enfants. C'est sur ça que porte l'élection actuelle. Il n'y en aura pas de référendum demain matin, puis vous le savez très bien, tant que les Québécois ne seront pas prêts, il n'y en aura pas. Puis on ne fera pas ça en cachette, jamais. On fera ça en cachette, et vous le savez très bien, on ne fera pas ça la nuit non plus. Alors là, calmons-nous un petit peu, M. Couillard y compris, nous sommes à choisir un gouvernement qui va diriger le Québec, qui va le faire avec intégrité, avec une vision, qui va créer des emplois, qui en plus va adopter une charte de la laïcité. Mme Marois, oui, vous ne répondez pas à la question. Bien sûr Parce que j'ai répondu. Vous savez très bien, quand vous dites, là, il n'y en aura pas de référendum jusqu'à temps que les Québécois soient prêts, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont être prêts dans 1 an, dans 2 ans? Ce que je sais, là, parce que j'ai été dans votre parti, il y a beaucoup de députés autour de la table là, du Parti québécois qui sont là juste pour un référendum. Donc, Mme Marois, je vous repose la question. Là, vous avez la chance, devant tout le monde ce soir, de répondre clairement à la question. Là. Puis je pense que, écoutez, là, c'est tellement important. Là, c'est un enjeu qui est trop important pour être flou. Parce que quand on est flou, là, dans le fond, c'est qu'on ne dit pas non, hein? On dit peut-être. Donc, moi, je vous repose la question. Mme Marois, dans les 4 prochaines années, est-ce que vous engagez, oui ou non, à ne pas tenir de référendum? Vous, M. Legault, vous êtes comme M. Couillard, vous changez d'avis selon là où les le Québécois vent n'en va. veulent pas. Vous le savez, vous qui avez été un défenseur acharné de la souveraineté, on ne le faisait jamais assez vite, on n'allait jamais assez loin. Okay. Est-ce qu'on fait une élection sur un référendum maintenant? Non. Il n'y en aura pas de référendum tant que les Québécois ne seront pas prêts. On ne fera pas ça à cachette, on ne fera pas ça en pleine nuit, comme la nuit des longs couteaux lorsqu'on a forcé le Québec et on a rejeté le Québec, qu'on a adopté une constitution contre nous, que M. Couillard, lui, voudrait signer. À quelles conditions et comment? On ne le sait pas, M. Legault. Alors, c'est clair. Est-ce qu'on fait une élection sur un référendum maintenant? Non. C'est une élection pour choisir un gouvernement. Madame. Et Merci, moi, M. j'offre un Legault. projet Merci. clair sur l'emploi. Vous Merci, répondez Mme pas. Marois. Donc, le prochain face-à-face oppose Mme Marois et M. Couillard. Mme Marois a d'abord la parole. Alors, merci, Mme Dussault. Je voudrais aborder un autre thème qui est à l'ordre de cette demi-heure que nous passons ensemble. C'est sur la question de la charte. Moi, c'est très clair. Nous voulons adopter une charte de la laïcité. Dans votre cas, vous voulez la déchirer. Vous avez dit aux Québécois qu'il fallait vous passer sur le corps pour adopter cette charte de la laïcité. Alors moi, je crois que vous devriez dire ce soir aux Québécois, si vous voulez une charte de la laïcité, si vous voulez qu'on respecte vos valeurs, si vous voulez qu'un gouvernement se tienne debout, votez pas pour moi, mais votez pour le Parti québécois. C'est ça que vous devriez dire aux électeurs ce soir, M. Couillard. Madame Marois, vous devriez être franche avec les électeurs et leur dire la vérité, pour une fois. Vous devriez dire aux Québécois Attention. que c'est faux, que nous ne voulons pas agir dans ce domaine. Vous savez très bien que vous auriez pu, si vous aviez voulu véritablement faire preuve de leadership et agir en chef d'État, vous auriez pu légiférer et ça aurait été adopté rapidement sur des enjeux qui nous sont communs et sur lesquels nous nous entendons, vous et moi y compris.
Par exemple, qu'il faut encadrer les demandes d'accommodement, qu'il ne faut pas que les visages soient voilés ou les femmes cachées dans de grands vêtements dans les services publics au Québec, qu'il faut que notre patrimoine québécois soit protégé, y compris le patrimoine religieux. Ce sont des points, des éléments sur lesquels nous nous entendons tous. Vous avez choisi plutôt par pur électoralisme, et ça, je vous le reproche, Mme Marois, personnellement. Vous avez choisi par pur électoralisme d'aller sur un sujet excessivement délicat et en faire, vous, une question électorale. Alors, je vais vous poser, moi, une question, Mme Marois. Vous, femme première ministre du Québec aujourd'hui, combien de femmes dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos services de garde, voulez-vous faire congédier, Mme Marois? Qu'est-ce qui vous intéresse? M. Couillard, moi, il y a une seule femme que j'ai vue perdre son emploi au Québec ou perdre sa fonction, c'est Fatima Ouda-Pépin. Vous ne répondez Parce pas. que vous l'avez Madame Marois, vous ne répondez pas. Je vous parle des de infirmières. votre caucus. Madame Marois, alors, je vous parle nous des n'avons pas infirmières. l'intention de mettre à pied Madame qui que Marois, ce soit. vous- Il y a alors- des phases de transition. Il y a des phases qui sont prévues pour aider les gens à Voyons, s'adapter Madame Marois, à la nouvelle loi. respectez Alors, un vous peu dites aux l'intelligence des gens, Québécois là. que vous allez déchirer le Non. projet de charte que nous avons Jamais. déposé. Alors, Jamais. les Québécois savent à quoi s'en tenir ce soir. Voilà le point de vue de M. Madame Couillard, Marois, ce que qui veut j'ai dit, devenir Madame premier Marois, ministre du oui, Québec. Oui, je le serai pour tous les Québécois de toutes les origines qui adhéreront à l'identité québécoise avec fierté et non pas en se faisant humilier par un gouvernement qui les met à la porte. Parce que ce que vous voulez J'ai faire... jamais dit... ce C'est que vous qui voulez avez faire- mis Non, quelqu'un Madame à la Marois, porte, M. Couillard, Madame pas Marois, moi. vous ne répondez pas à ma question, de même que vous n'avez pas répondu à celle de M. Legault sur le référendum. Combien... On passe à un autre combien- sujet parce Non. que ça vous embarrasse, Madame Sacha. Marois. Vous Merci voulez tous les pas deux. répondre? Madame Merci Marois, tous écoutez les ma deux. question. Merci, Non. M. Couillard. Combien de Monsieur femmes allez-vous Couillard. congédier dans les hôpitaux, Mme Marois? Je Répondez. vous ai dit que c'est Merci vous qui tous avez les deux. Je congédié vous rappelle à quelqu'un, l'ordre pas tous moi. les deux. Je vous rappelle à l'ordre tous les deux parce que le débat doit se poursuivre Bien sûr. sur le thème que vous allez choisir, M. Couillard et Mme David. Ces 3 prochaines minutes vous appartiennent. M. Couillard. Madame David, vous avez entendu la discussion un peu animée que je viens d'avoir avec Mme Oui. Marois, puis vous avez bien sûr participé vous-même au débat sur cette charte ou cette proposition de charte. Nous avons eu, vous et moi, de bonnes conversations, de façon transparente, sans entrer les détails de nos conversations. Nous avons des points de convergence, mais des points sur lesquels nous avons des avis différents. Mais ce qui me déplaît profondément lorsque j'entends la rhétorique de Mme Marois et de son équipe de ministres, c'est qu'elle donne l'impression qu'elle vient de le faire encore. Si on est contre la charte du PQ, leur modèle d'affirmation d'identité, c'est de congédier des femmes dans les hôpitaux et dans les services de garde. Si on est contre ça, ça veut dire qu'on est contre l'égalité des hommes et des femmes, ce qui est totalement absurde. Tout le monde, bien sûr, l'adopte et la pratique depuis longtemps au Québec. Et surtout, qu'on ne défend pas l'identité québécoise. Moi, je ne crois pas, Mme David, que de congédier des femmes dans les hôpitaux et dans les services de garde, ce soit une façon de défendre l'identité québécoise. C'est au contraire avouer à la face du monde que notre identité est faible. Moi, je crois qu'elle est forte, notre identité. Qu'en pensez-vous? Bon, d'abord, on va placer une couple de choses. Effectivement, nous avons discuté de charte. J'en ai discuté avec M. Drainville. J'en ai discuté avec des gens de la CAQ. Moi, j'ai discuté avec pas mal tout le monde. J'ai proposé l'automne dernier un projet de loi sur la laïcité qui, effectivement, comportait 13 articles qui, je suis convaincue, là, à 95 pouvaient faire consensus et qu'on aurait pu adopter là, avant même de s'en aller en élection. Il est vrai que le Parti québécois a choisi d'aller en élection, entre autres, sur cette question, et ça fait des mois que je pense que l'élection, le moment électoral très partisan, très difficile, où l'un veut planter l'autre, ça n'est pas le bon moment pour discuter de laïcité. Il y a une chose qui doit être claire. Je suis, et Québec solidaire est un parti là, qui est extrêmement fervent pour ce qui est de la laïcité des institutions publiques et de l'État québécois, qui est un objectif déjà assez largement atteint d'ailleurs. Mais Québec solidaire veut aussi protéger le droit au travail pour tous les hommes et toutes les femmes qui habitent le Québec, et en particulier les femmes qui ont tellement lutté, les femmes de ma génération ont tellement lutté pour obtenir le droit au travail. Je ne veux pas en priver d'autres femmes. Mais par contre, vous, M. Couillard, ce qui m'embête avec vous, c'est que vous sacralisez tellement les libertés individuelles que je cherche où vous construisez la nation sur des valeurs communes. Laissez Parce que répondre moi, M. j'y crois Couillard. quand même à des valeurs communes. Et moi aussi, j'y crois aux valeurs communes, Mme David, dont celle des libertés. Les libertés individuelles, ce n'est pas un luxe. C'est quelque chose qui nous protège tous contre l'oppression. Parfois, même contre l'oppression de la majorité envers la minorité. Vous le savez très bien, c'est comme ça que les démocraties fonctionnent. La démocratie ne signifie pas que la majorité a toujours raison sur la minorité. La société doit se doter de règles, dont les libertés individuelles, pour Merci, faire M. en sorte Couillard. qu'il n'y ait pas d'abus. Mais il faut l'équilibre, Merci, bien sûr, M. entre les Couillard. droits collectifs et les libertés individuelles. L'un Merci, n'exclut M. pas l'autre. Couillard. Le débat se poursuit avec Mme David et M. Legault. D'abord, Mme David. Monsieur Legault, je voudrais revenir sur le terrain de la souveraineté.
Parce qu'il y a quelque chose quand même qui m'échappe un peu. Vous avez été un fervent souverainiste et je ne mets pas en doute un instant vos convictions à cet égard. Là, maintenant, en fait, je ne sais plus trop, êtes-vous souverainiste, êtes-vous fédéraliste ou juste tanné de la question? C'est pas tout à fait clair. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le projet souverainiste, c'est un beau projet. Quand il s'appuie sur, effectivement, un projet collectif, sur des valeurs communes, une langue, une culture, une histoire, sur une prospérité qu'on veut construire ensemble. Et oui, bien sûr, sur le respect des libertés individuelles, sur la laïcité, sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais le projet souverainiste, c'est un projet emballant, M. Legault. Et moi, vous ne pensez pas que le Québec est capable de se donner ses pleins pouvoirs réellement là, pour pouvoir diriger entièrement sa vie, son destin? Vous ne trouvez pas ça intéressant? Bon. D'abord, il faut tenir compte de ce que la population veut. 2 Québécois sur 3 ne veulent pas de référendum, ne veulent pas trancher la question actuellement. Deuxièmement, quand on regarde la situation économique du Québec, on reçoit 9,3 milliards de dollars par année de péréquation du reste du Canada parce qu'on est plus pauvre que le reste du Canada. Donc, ce n'est pas le bon moment de parler de ça. Puis moi, je pense qu'on en a au moins pour 10 ans avant de rétablir un équilibre puis d'être comparablement aussi riche que le reste du Canada. Mais moi, j'ai une question pour vous sur la Charte. On s'est effectivement parlé sur la Charte, puis je pense que tous les deux, on voulait régler la question. On s'est dit tous les deux, puis la clé, c'est évidemment les personnes en autorité. Tous les deux, on dit la même chose. Les personnes qui sont en autorité, il faudrait les définir, ne devraient pas avoir de signes religieux. Bon. Vous et moi, on était d'accord, là, puis vous avez déposé un projet de loi, j'ai déposé un projet de loi. Moi, je voudrais vous entendre, là, vous connaissez bien le PQ, pourquoi vous pensez que Mme Marois a refusé de nous voir tous les deux pour être capable de conclure sur une charte avant l'élection? Moi, je pense, comme bien des gens, qu'effectivement, la Charte est devenue complètement un enjeu électoral. Je pense que ça a été effectivement une stratégie pour essayer de construire toute une campagne autour de ça. Quand j'entends « on va se tenir debout », quand j'entendais Mme Marois dernièrement dire encore « on va cesser de s'excuser d'exister alors que personne ne nous demande d'excuses », c'est vrai que ça me met mal à l'aise et c'est vrai que je pense honnêtement qu'on aurait pu, au plus tard l'hiver dernier, donc avant l'élection, adopter une charte de la laïcité et convenir même ensemble qu'il fallait continuer les discussions parce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas encore été abordées où j'aurais bien aimé vous tester un petit peu tout le monde, le financement des écoles privées religieuses. Alors, merci. Je vais poursuivre avec la question de relance avec vous, Mme David. Vous nous avez expliqué pourquoi et où se situe votre opposition à cet aspect de la Charte sur l'interdiction du port des signes religieux. Vous êtes une féministe engagée, reconnue. Oui. Mais en vous opposant, y a-t-il, selon vous, un risque de faire le jeu des intégristes qui peuvent invoquer, revendiquer la liberté de religion pour ensuite se retourner et porter atteinte au droit à l'égalité entre les hommes et les femmes? On va mettre quelque chose bien, bien clair. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne ici dans ce studio qui ne veut pas lutter contre l'intégrisme. Là-dessus, là, on est tous d'accord. S'il y a des endroits où il y a des appels à la haine, à la violence contre les femmes, contre les minorités sexuelles, etc., eh bien, qu'on envoie la police. Je veux dire, c'est inacceptable dans une société démocratique et évoluée comme le Québec. Maintenant, dans toutes les religions, les évangéliques, les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans, les hindous, il y a des franges conservatrices. Cela existe sans qu'il y ait d'appel à la haine, sans qu'il y ait d'appel à renvoyer les femmes à la maison. Il faut savoir vivre ensemble, tout le monde au Québec, mais nous entendre, oui, sur un certain nombre de valeurs communes. Merci. Et je ne vois pas en quoi le fait de renvoyer une femme à la maison en la privant de travail va régler quelque chose à l'intégrisme. Le débat est ouvert. Je vous donne la parole à Mme Marois. J'étais certaine que c'est sur ça qu'on interviendrait et qu'on ferait de la démagogie. Alors, je voudrais rassurer M. Couillard, rassurer Mme David, rassurer M. Legault. Nous allons continuer les consultations sur notre projet de charte de la laïcité. Et nous ne reviendrons pas sur les principes et sur les orientations fondamentales. Il y a cependant, pour appliquer cette charte, des mesures qui nous permettent d'avoir une phase de transition, en particulier pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les universités. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour trouver des voies de passage pour les femmes qui sont concernées.
Cependant, nous ne changerons pas d'idée, comme parfois le fait M. Couillard à cet égard, et je répète qu'il n'y en a pas de femmes qui ont perdu leur emploi actuellement, sauf Mme Ouda-Pépin qui a été évincée du caucus du Parti libéral. Alors, je veux rassurer M. Couillard, je veux rassurer Mme David, notre intention, Et moi, je vais lui ce donner n'est la parole. pas de mettre des gens dehors, mais c'est de clarifier les règles du Merci, vouloir Mme vivre Marois. ensemble par ailleurs. À vous, M. Couillard. Mme Dussault, j'écoutais avec intérêt M. Legault parler du référendum. Un peu avec le sourire, je dirais, M. Legault, qu'à vous entendre parler de 10 ans, vous êtes un peu un souverainiste en moratoire, j'ai l'impression, là, ou en attente, patient peut-être. Mais, Mme Marois, oui, l'élection est sur le référendum, mais c'est vous qui l'avez placé sur ce thème, vous et vos collègues. Ah bon? C'est vous qui, en novembre, avez dit à votre Conseil national, il y aura une élection, on formera le gouvernement majoritaire, on verra ce que les Québécois décideront à cet effet, et là, on verra apparaître le pays. C'est vous qui avez dit ça. Ensuite, votre soi-disant candidat économique, M. Pellado, Ah bon, c'est vous lui- trouvez que c'est un soi-disant c'est candidat lui- économique? Oui, parce que c'est lui qui est arrivé le point en Pas de l'air. jugement. C'est lui qui est arrivé le point en l'air puis qui a parlé de la souveraineté et de l'indépendance. Tous vos autres candidats ont dit la même chose. Moi, je viens pour le pays. Ils ont tous dit ça. Alors, M. Legault, qui a connu votre caucus, vous l'a rappelé, essayez pas de nous faire croire, Mme Marois, que vous ne ferez pas tout, y compris générer des chicanes pour faire un référendum. Ça ne marchera pas, on ne vous croira pas. Puis le dernier élément, c'est votre collègue, M. Lisée. On est heureux de l'entendre, parfois, M. Lisée, Oui, il qui est a bon, dit hein? au cours des dernières heures que il invitait Mme David à se joindre au Parti québécois de façon à garantir qu'il puisse avoir un référendum au cours du prochain mandat. Marquez C'est quand même que- assez extraordinaire, Mme Marois, d'entendre ça. Marquez bien, on peut toujours faire confiance à des collègues de Je votre suis parti assez pour dire la d'accord vérité. pour qu'on demande à Mme David de se joindre à nous parce qu'elle est souverainiste et que malheureusement, sa formation politique, qui ne peut pas réaliser la souveraineté, divise le vote. Mais il n'y en aura pas de référendum, M. Couillard, C'est pas ça que vous avez dit. jusqu'à tant que les Québécois n'en voudront mais pas. vous allez vous arranger, c'est ça, Mme la Marois. position. C'est Mme ça. Marois. Est-ce que l'élection Mme Marois. maintenant, c'est une élection qui porte sur le référendum ou c'est le choix d'un Sur le gouvernement? référendum. Ah, vous C'est vous. voudriez que Non, ce soit ça non, pour faire oublier les non, années non, libérales Mme Marois. qui ont été profondément Mme tristes Marois, dans l'histoire les du Québécois Québec. ne sont pas dupes, Mme Marois. Ils savent Très très bien. bien la technique habituelle que vous allez Madame encore David. utiliser, générer On des ne chicanes trompera avec le pas les reste du Canada, Québécois. générer des chicanes pour que là, tout d'un coup, le fruit soit mûr et qu'on fasse un référendum. C'est ce que vous voulez faire. Tout le monde le sait. Comme dit la chanson, tu penses qu'on s'en aperçoit pas? Vous on s'en aperçoit. vous Madame attendez que David. le fruit soit mûr du côté canadien pour aller signer la Constitution canadienne? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que Madame- vous allez consulter les Madame Québécois? David. David. Bon, moi, je ne me chicanerai pas sur le référendum parce que comme moi, comme future première ministre du Québec, je m'engage dès le premier mandat, à élaborer un processus de consultation et à aller chercher un vote sur une Constitution et sur l'avenir du Québec. Je n'ai pas de problème à ce que ça se passe dans le premier mandat. La division, Mme Marois, est que je suis tannée d'entendre ça. La souveraineté, c'est comme d'autres valeurs, c'est comme d'autres points de vue. Ça n'appartient pas à un seul parti. La souveraineté du Québec, c'est une idée profondément ancrée dans le cœur de nombreux Québécois, de nombreuses Québécoises. Et ça s'adonne qu'il y en a un certain nombre qui ont envie de militer puis de travailler pour un parti politique qui est à la fois souverainiste, progressiste, écologiste et féministe. Ça, c'est Québec solidaire. Alors, on peut régler ça, la question de la division. Moi, je peux inviter les Québécoises et les Québécois qui sont souverainistes et progressistes de voter pour nous. Merci, M. Oui. Legault. Moi, j'ai une question, M. Couillard. Donc, D'abord, pour M. Legault, après. D'abord, nous, on est pour une charte de la laïcité. OK? Vous, vous êtes contre. Là. Nous, on est pour une charte c'est de la... faux. Bien, je vous répondrai. Oui, Là. oui. Moi, on est pour une charte de laïcité. Nous, on veut que les personnes qui sont en autorité n'aient pas le droit de porter de signes religieux. Ça veut dire les juges, les policiers, les gardiens de prison. Puis on inclut aussi les enseignants et les directeurs d'école qui font affaire avec des enfants. On dit qu'ils ne devraient pas porter de signes religieux. Moi, j'ai une question là, bien précise pour vous, M. Couillard. Prenez une policière, OK? Une policière qui voudrait porter un hijab. Est-ce que vous trouvez là, que cette personne-là peut avoir l'air impartial? Est-ce que vous lui permettriez de porter un hijab à Monsieur une Couillard. policière? M. Il Couillard. y a des choses que je dis souvent, puis que vous m'avez entendu dire, M. Legault, d'abord, c'est que moi, j'aime ça pour régler un problème, savoir que le problème existe. Alors, OK, mais je pose la question, Non, mais je pose là. la question aux Québécois, puis souvent, dans ma tournée du Québec, combien est-ce qu'il y a de policiers au Québec qui portent un signe Je religieux? pose la question, Non, là. la réponse est 0. Par contre, il y a 66 000 jobs qu'on a perdus entre 2013. Ça, le monde sait ça. Maintenant, pour aller à votre question Oui. et répondre clairement et certainement, comme il n'y a personne, et ça n'existe pas, cette situation, on ne légifère pas sur les libertés, M. Legault, quand la situation Donc- n'existe pas. Non. Donc, vous Oh, permettez... Non.
Vous allez permettre à une Laissez-moi policière... Laissez-moi finir. OK. Vous savez, on ne se lève pas le matin quand on est dans la police, on n'ouvre pas le garde-robe et on décide comment on s'habille pour aller patrouiller. Là. Il y a une loi sur la police, il y a un règlement sur la police qui est très strict. Maintenant, il est possible qu'un jour, effectivement, quelqu'un demande dans l'avenir, on ne sait pas quand, peut-être que ça ne se produira Concluez, M. jamais, Couillard, pour donner de la parole porter aux un autres. signe. À ce moment-là, ce sont les autorités qui doivent le faire avec des critères très stricts. Donc, ça veut Merci. dire que Monsieur non, Legault, vous, je une rappelle alors. policière pourrait porter un Ça doit être hijab. décidé par les bonnes personnes, pas par Non, mais à vous n'êtes pas l'Assemblée. capable de Monsieur nous dire Legault là, et que ça M. serait Couillard, je vous interdit. rappelle Envoie alors. l'Assemblée. Je pense Alors, qu'on par les a chefs de fait police. le point On clair. voit- Votre point clair, C'est il pas reste mal peu de mou. temps. On voit La très parole à bien Mme que Marois puis à Mme David ensuite. Monsieur Couillard n'a pas de point de vue là-dessus. Non. Il n'y a pas de position. Il en change de toute façon une fois par 2 jours. voilà. On s'entend? Alors, moi, je suis absolument estomaquée, cependant, qu'on n'ait pas abordé dans cette période d'échange la question de la langue qui fait partie de notre identité. Et là encore, je peux vous dire que M. Couillard et son équipe n'ont pas été très forts à l'Assemblée nationale pour appuyer notre projet de loi, pour le défendre, pour le débattre. On a même refusé de le débattre. En ce qui a trait à la Charte de la laïcité, nous savons maintenant où vous vous logez. La commission Bouchard-Taylor a été mise sur pied parce qu'on croyait qu'il y avait un problème. Alors, M. Couillard, vous êtes le seul ici Madame à Marois, penser Alors, qu'il n'y en a pas de la problème. commission monsieur, Bouchard-Taylor, 30 secondes, M. Couillard, 30 secondes, Mme la commission David, après ça, Bouchard-Taylor, c'est dans son rapport, il a terminé. dit il n'y en a pas de problème, ça a été inventé pour créer des Ah tensions bon. dans la société. C'est pour ça que vous Lisez avez le essayé de rapport. présenter 3 lois pour suivre lisez- le rapport Lisez le Bouchard-Taylor. rapport, Mme Marois, Ben, c'est ce écoute, qui est dit. Mme Je l'ai vu. David. Je pense que le Québec a quand même besoin de raffermir ses positions sur la question de la laïcité. Oui. Oui, Oui. il nous faut des règles claires lorsqu'il y a des demandes d'accommodement religieux. On est Et d'accord. il faut Oui. que la laïcité soit inscrite dans la Charte des Oui. droits et libertés de la personne parce que ça doit devenir de façon écrite, claire, un principe fondamental. Oui. Mais moi, je nous inviterais à distinguer entre les principes et leur application. Le principe, c'est la neutralité religieuse de l'État. C'est la Et séparation des pouvoirs entre l'État et les Églises. C'est assez réalisé au Québec, ça. Égalité. L'application, après ça, c'est de se demander comment on va faire. Nous, on va jusqu'à dire qu'il faut abolir les subventions aux écoles privées religieuses. Je vous souligne qu'il n'y en a pas un seul parmi vous qui met même ça au débat. Et Mme Alors, David, il y a mesdames- aussi l'égalité homme-femme, ne l'oubliez Merci, pas. Mme C'est un Marois. principe Je ne- fondamental. Merci à tous les D'accord deux. là-dessus. Alors, Quand même. la campagne électorale n'est pas terminée. On est au mi-temps de cette campagne, mais pour le moment, on va passer aux déclarations de fermeture. La parole est à M. Couillard pour la prochaine minute, M. Couillard. Merci. J'ai été formé comme médecin à distinguer les vrais problèmes des faux. J'ai travaillé avec rigueur et compassion. C'est avec cette expérience que j'ai servi le Québec comme ministre de la Santé et je me présente maintenant devant vous pour être le premier ministre de tous les Québécois. J'invite les Québécoises et les Québécois qui ne veulent pas de référendum à voter pour le Parti libéral du Québec. J'invite à se joindre à nous tous ceux et celles qui veulent un gouvernement qui va créer des emplois, investir dans la réussite des enfants, mieux soutenir les familles et améliorer l'accès aux soins. J'invite à nous appuyer tous ceux et celles qui en ont assez que leur argent soit mal géré. Si vous m'accordez votre confiance, je prends devant vous ce soir l'engagement de diriger un gouvernement intègre et compétent. J'agirai en bon gestionnaire, en bon médecin, en bon père de famille. J'ai la meilleure équipe pour répondre à vos priorités. Il s'agit de notre avenir. Ensemble, on va s'occuper des vraies affaires. Bonne soirée. Merci, M. Couillard. Mme David. Ce soir, j'ai vraiment mis carte sur table. Je vous ai proposé de sortir le Québec de sa dépendance au pétrole, d'assurer à tout le monde un niveau de vie décent et des services publics, de donner des ailes à notre peuple pour lui offrir sa pleine liberté. J'ai exprimé ma volonté de voir naître un pays plus juste où chacune et chacun trouveront leur place, un Québec en santé et au travail. Ne vous laissez plus bousculer par les vendeurs de votes stratégiques qui ne livrent pas la marchandise. Si vous vous êtes reconnu dans mes propositions, je vous invite à en convaincre vos proches, vos amis, votre famille et de leur dire que le temps est venu de voter avec votre tête, avec votre cœur, en accord avec vos convictions les plus intimes. Dans toutes les régions, dans toutes les villes, donnez à Québec solidaire les moyens de ses ambitions, pour l'amour du Québec, pour l'amour d'un pays juste, libre et vert. Merci. Merci, Mme David. Mme Marois. Merci. Le débat de ce soir a bien montré l'enjeu des élections. Il faut élire un gouvernement. Le choix est très clair. Soit on se donne un gouvernement du Parti québécois pour renforcer le Québec, soit on recule aux années libérales. Rien n'a changé au Parti libéral. Le même programme, la même équipe, les mêmes travers. Comment faire confiance à quelqu'un qui, comme Philippe Couillard, dit une chose un jour et le contraire le lendemain? Moi, je suis claire. Tant que les Québécois ne seront pas prêts, on n'en fera pas de référendum. Le plus urgent
Et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est de renforcer le Québec. C'est ce qu'on a fait depuis 18 mois. Avec mon équipe, on va en faire encore plus. On va se remettre à l'ouvrage dès le lendemain des élections. On va prendre soin de notre monde. On va créer des emplois. On va s'enrichir. On va faire respecter nos valeurs. On va adopter une charte de la laïcité. Merci et bonsoir. Merci, Mme Marois. Monsieur Legault. On assiste en ce moment à une élection qui a dérapé. Mme Marois a perdu le contrôle de son parti, fonce dans un mur pour un référendum. M. Couillard, à part de jouer au bonhomme 7 heures sur le référendum, n'a rien à proposer. Actuellement, on ne peut pas laisser aux deux vieux partis le soin de vous manipuler puis de faire une élection référendaire. On a besoin de reprendre en main cette élection. Ne vous laissez pas embarquer dans une élection référendaire. Pensez à vos intérêts à vous. Avec la coalition Avenir Québec, c'est non à un référendum, oui à la création d'emplois, oui à des baisses de taxes et oui à une charte des valeurs. Donc, moi, je vous dis, soyez certains d'une chose, je vais respecter ma parole. Le 7 avril, votez pour vous, votez pour la coalition. Merci, M. Legault. Merci. C'était le débat des chefs 2014. Nous espérons, en terminant, que le grand gagnant de cette soirée, bien, c'est vous, le citoyen, en allant voter le 7 avril prochain. Je vous vole votre victoire, mesdames, messieurs les chefs. Mais quand même, nos remerciements au nom de tous les citoyens qui nous écoutent ce soir. Nous vous souhaitons une très bonne fin de campagne à vous tous. Merci d'avoir accepté de participer à cette tradition électorale. Merci à Sébastien. On aurait pris plus. Merci. On aurait pris Merci, plus. Mme On peut Rousseau. Merci, recommencer. monsieur. Au revoir à vous. Merci beaucoup. Et Merci à bonne vous deux. fin de soirée. À plus tard. Au revoir.